Merci, je reprends le fil, hein, Marine Lamoureux. Donc, je vais animer cette table ronde de l'après-midi qui poursuit une journée dense et qui va sur un thème non moins dense, le système politique à l'épreuve du double défi de la sobriété et de la fraternité. Et je vais quand même enlever mon masque, ce sera beaucoup plus agréable. Alors, comme on a pris un peu de retard, ce que je vous propose, d'autant que Johanna Roland est à distance et doit partir à 16h, de faire un petit propos liminaire pas trop long, si possible, pour que voilà, tout le monde puisse s'exprimer et que Johanna Roland ait le temps d'échanger avec vous de manière un peu dynamique. Donc, ce que je vous propose, c'est chacun de nous dire un petit peu, selon votre expérience, vos parcours, ce que cette thématique vous inspire. Et puis ensuite, bien sûr, on se gardera un temps d'échange avec vous. Petit mot simplement pour vous présenter, parce qu'on a une très très belle table ronde aujourd'hui. Je vais commencer par vous, Patrick Vivray. Vous êtes philosophe et essayiste, l'un des tout premiers soutiens au pacte civique. Vous aimez vous présenter comme un passeur-cueilleur, parce que vous avez fait la jonction entre différents univers tout au long de votre parcours institutionnel et associatif, politique et économique, spirituel et politique. Donc on ne sera pas étonné de vous trouver à la fois aux côtés des altermondialistes, comme on les appelait il n'y a pas si longtemps, et conseiller maître honoraire à la Cour des comptes. J'ajoute que dans votre dernier livre, La colère et la joie, vous nous donnez presque une feuille de route pour la table ronde d'aujourd'hui. Le sous-titre, c'est « Pour une radicalité créatrice et non une révolte destructrice ». Donc je pense que ça aura de quoi inspirer Johanna Roland. Je me tourne vers vous, je ne sais pas trop ce que vous voyez. Bienvenue, vous êtes maire socialiste de Nantes depuis 2014. Vous avez été réélu donc aux dernières municipales et vous êtes également depuis 2020 à la tête de France Urbaine, l'association des grandes villes et des métropoles. Ce n'est pas un secret, si Anne Hidalgo est désignée candidate socialiste à la présidentielle, vous serez sa directrice de campagne. Nous en saurons plus le 14 octobre après le vote interne. Mais que ce soit sur ce terrain local ou à travers cet engagement, vous avez toujours essayé d'œuvrer à la social écologie, articuler l'urgence climatique et la lutte contre les inégalités. On est bien au cœur de notre table ronde. De la même façon, Pascal Canfin, vous êtes aux prises avec les réalités d'élus, mais à un autre échelon, cette fois-ci à l'échelon européen. Je le rappelle, vous avez été ministre délégué au développement dans le gouvernement Ayrault, ancien directeur du WWF France, et vous êtes aujourd'hui député européen au sein du groupe Renew. En tant que président de la commission environnement du Parlement européen, vous jouez un rôle pivot dans les négociations du pacte vert. Ce n'est pas rien. Le pacte vert, je le rappelle, c'est 13 textes de loi dans des domaines aussi divers que l'énergie, l'automobile, le bâtiment, l'industrie, pour faire que l'Union européenne devienne le premier continent neutre en carbone au monde. Voilà, les négociations vont être âpres. Vous avez l'habitude de l'adversité, et je me tourne aussi du coup vers Mathilde Dimer, qui elle aussi a l'habitude de l'adversité. Vous l'avez sans doute bien connu dans la mise en œuvre des propositions d'une innovation démocratique pour la France, qui est la Convention citoyenne pour le climat. Vous avez été à la fois à l'origine et aux manettes, puisque vous étiez dans le comité de cette expérience démocratique qui, je le rappelle, a réuni 150 citoyens tirés au sort pour répondre à l'urgence climatique. Là aussi, ça ne devait pas être de tout repos, mais ça ne vous fait pas peur, vous êtes activiste de longue date. Vous aviez déjà été aux premières loges, on peut dire, de la COP21, du moins du côté de la France, dans l'équipe de Laurence Tubiana, qui était alors ambassadrice, je le rappelle, des négociations pour le climat. Et aujourd'hui, vous êtes porte-parole de la primaire populaire. Vous nous direz un petit peu ce qui vous a amené à ce cheminement. Radia Bakouche, vous avez 29 ans et vous êtes la benjamine de cette table ronde. Et je le dis parce que l'association que vous avez présidée depuis 6 ans est une association de jeunesse. Il s'agit de Coexister. C'est une association d'éducation populaire où se retrouvent des jeunes de toutes convictions religieuses et philosophiques. Votre démarche, c'est de déconstruire les stéréotypes à travers des rencontres, des opérations de solidarité et des interventions dans le milieu scolaire. Donc la fraternité et la politique, c'est vraiment au cœur de vos engagements. Enfin, Stéphane Rosès, vous êtes politologue. Je vais vous demander d'ouvrir cette table ronde. Vous êtes l'un des grands analystes de la vie politique française depuis 30 ans. Vous avez conseillé plusieurs candidats à la présidentielle et plusieurs présidents. Pendant 20 ans, vous avez été l'une des figures de l'Institut CSA, que vous avez dirigé avant de rejoindre la société CAP en 2009. Vous y conseillez à la fois des grandes entreprises, les services de l'État et les collectivités locales. Et j'ajoute que vous êtes professeur à Sciences Po.
Alors je vais me taire et je vais vous laisser la parole pour vous laisser entamer cette table ronde, nous donner, peut-être nous aider à poser quelques jalons. Et je crois que vous allez nous dire comment la crise, notamment, nous a percuté et si un retour ou non du politique. À tous, je demande s'il vous plaît de tenir le temps, tenir les 5 minutes pour que Johanna Rolland ait le temps de s'exprimer. Un grand merci. Merci, c'est l'occasion pour moi de saluer Johanna Rolland et je vais essayer de tenir les 5 minutes. Et je salue évidemment nos amis ici intervenants. On peut partir des études d'opinion que vous avez présentées. Elles disent qu'on constate un recul de la fraternité, mais que les citoyens souhaitent plus de fraternité et une centralité de la sobriété, mais qui peine à se mettre concrètement en mouvement, en tout cas de façon non contrainte. Je pense que le recul de la fraternité vient d'un phénomène de période long. Il affecte toutes les sociétés. Je crois que ça vient d'une déconnexion dans le cours des choses entre une globalisation économique, financière et numérique et une mondialisation mosaïque de peuples très divers avec des imaginaires différents. C'est-à-dire que, selon moi, la singularité de la mondialisation actuelle, c'est que le cours des choses n'apparaît plus maintenant comme étant l'émanation des sociétés, mais comme étant, au fond, la résultante d'efficacité des marchés, du numérique, des logiciels, de règles commerciales internationales. Évidemment, tout le monde dans les sociétés ont profité durant quelques décennies de cette mise en avant de l'efficacité de la globalisation, ne serait-ce que par nos actes d'achat, évidemment. Mais il arrive un moment, et c'était le moment actuel avant même l'arrivée de la pandémie, où au fond, les peuples et les individus se sentent dépossédés de la maîtrise de leur destin. Avant même, selon moi, l'arrivée de la pandémie. Et là, face à ça, les peuples se replient et les individus se constituent souvent en petites communautés, en petites fraternités. Pas des fraternités universalistes ou basées sur des contrats politiques, mais des petites sociétés qui les mettraient à l'abri du cours des choses et qui, au fond, puisque le cours néolibéral ne vise plus tant pour les gouvernants et les classes dirigeantes à construire l'avenir, mais à s'adapter au présent, au fond, les individus privés de la capacité d'apporter positivement leur pierre à la construction de l'avenir, se sécurisent et croient se mettre à l'abri en, au fond, construisant leur propre créance sur la société. Alors, ils vont chercher, par exemple, des dommages antérieurs de leurs aïeux, ou ils vont mettre en avant des expériences singulières qui sont les leurs, comme minorité ayant objectivement des difficultés. En un mot, ce qu'étaient les grandes fraternités trouvent apparemment des réponses défensives pour non pas peser sur l'avenir, mais pour exister ici et maintenant en mettant en avant des expériences singulières. Mais le problème de ces petites communautés, c'est qu'elles se construisent en général contre l'autre, ou en tout cas en distinction de l'autre. D'où effectivement le constat sur soi et sur les autres que la fraternité recule, mais comme une société ne peut pas vivre sans effectivement ce réflexe premier de dire qu'est-ce qui fait communauté, qui fait qu'on est frères
une sœur, effectivement, il y a une difficulté. Il y a un individu qui est un peu au taquet. Donc, les grandes fraternités reculent, les individus sont amenés à se mettre à l'abri de petites communautés qui feraient que, au moins, mon expérience à moi, je la maîtrise. Je la maîtrise. Personne ne peut me dire à moi ce qu'a été mon petit malheur, ma petite difficulté, ma petite expérience personnelle. Et ce phénomène psychopolitique, évidemment, entraîne un recul de la pensée, un recul de la liberté d'expression, un recul du débat. Les gens, dorénavant, ne voudraient plus débattre entre eux, car on ne débattrait pas entre idées, on ramènerait l'autre à une un pseudo-genre, à une pseudo-race, à une pseudo-couleur de peau, à une pseudo-religion qui ne pourrait pas être touchée par les autres. Et puis la pandémie arrive, et je termine. La pandémie, c'est évidemment un élément qui nous sidère. Que nous apprend la pandémie? Mais il faut être modeste, tellement nous rentrons dans une nouvelle période historique et instable. La première chose, c'est que nous sommes tous interdépendants sanitairement, et pourtant, en Occident, en Orient et à l'intérieur même de l'Occident, chaque peuple, pays a réagi différemment, selon ses us et coutumes, selon sa forme stato-nationale, ses représentations culturelles, par exemple le rapport au confinement, au numérique, au suivi. Bon, je n'ai pas le temps de développer, on y reviendra. Deuxièmement, les communautés humaines, elles ne fonctionnent pas à la prospérité économique. Les communautés humaines fonctionnent à la maîtrise du destin face au risque contingent de la mort. C'est-à-dire que la pandémie nous rappelle qu'une société, nous ne sommes pas des vaches. Le sujet des sociétés, c'est pas d'être prospère. Le sujet des sociétés, c'est de maîtriser ensemble tous les risques, de sorte que toutes les économies ont été mises en rade par une pression des sociétés sur les politiques. Et ça, c'est le deuxième enseignement. Le troisième enseignement, et là on arrive à la question de la sobriété, c'est que la pandémie plus le confinement, au fond, ont articulé, ça a été dit tout à l'heure, la question sanitaire et la question écologique. C'est-à-dire que le système économique et le néolibéralisme ne permettent plus de nous projeter dans l'avenir, les ressources de la planète sont limitées, la loi de la nature se rappelle à nous sur la question des espèces, de la biodiversité, de la séparation. Ça veut donc dire au fond que l'avenir, ça ne peut pas être plus, ça ne peut être que mieux. Et c'est là où le politique revient, c'est que pour que, au fond, dans un néolibéralisme fortement attaqué avant la pandémie par des réactions plutôt négatives, nationalistes, communautaristes, religieuses, intégristes, voire terroristes, la pandémie, au contraire, offre une opportunité, selon moi, de, au fond, reciviliser la mondialisation, pourvu que réellement le gouvernement des hommes se substitue à l'administration des choses. Ça veut dire le retour du politique. Ça veut dire le retour de la souveraineté pour lutter contre les nationalismes et replis. Et on verra évidemment si la présidentielle en est l'occasion en France. En France et puis ailleurs, sur ces germes effectivement d'opportunités, hein, parce que finalement ça redonne de l'espoir ce que vous dites. Patrick Vivray, est-ce que vous partagez cette analyse? Et vous aussi, comment est-ce que la pandémie est venue nous percuter dans un système qui était déjà assez fragilisé, comme l'a expliqué Stéphane Rosès? Effectivement, je reprends volontiers son expression.
reciviliser la mondialisation. C'est d'ailleurs à peu près la définition qu'Édouard Glissant donnait de ce qu'il appelait, lui, la mondialité, qu'il opposait à la globalisation financière. Il faut bien voir que si on part du contraire de ce couple sobriété-fraternité, c'est le couple démesure-rivalité. Et nous voyons bien que quand nous nous engageons dans ce couple, les formes extrêmes de la démesure, c'est la guerre à la nature, c'est la prédation, donc c'est une destruction écologique, que ce soit du côté climat, biodiversité, et c'est d'autre part des formes aggravées de rivalité qui peuvent déboucher sur des guerres internationales, confère le conflit potentiel Chine-États-Unis, ou sur des guerres civiles. Nous avons de plus en plus des sociétés fracturées. Donc il faut avoir une claire conscience que la sobriété et la fraternité ne sont pas de l'ordre du supplément d'âme, ils sont de l'ordre de la nécessité vitale face à ce couple destructeur que constituent les logiques de démesure et les logiques de rivalité. Ceci nous conduit du même coup à construire des aimants d'une alternative aussi bien à la géoéconomie classique, et là on retrouve la question de la fraternité, mais aussi à la géopolitique classique. Sur la géoéconomie, c'est toute la question de réencastrer la richesse, c'est-à-dire ce qui compte vraiment dans la vraie richesse, qui est la richesse de la vie. Et ça, c'est toute la question des indicateurs de richesse, des nouvelles formes de comptabilité, le débat de la suite de la commission Stiglitz, une nouvelle approche de la monnaie, de l'affectation de l'argent public, y compris de la création de l'argent public, puisque Pascal nous fait l'amitié d'être là. On est au cœur, par exemple, du rôle des banques centrales et de l'affectation d'argent public. Et la géopolitique, elle est elle-même bouleversée, c'est-à-dire ça n'est évidemment pas la géopolitique de puissance classique qui est capable de nous faire sortir du couple des mesures rivalité. Elle nous y emmène au contraire tout droit. Donc il nous faut avoir une géopolitique de l'humanité, comme le dit Edgar Morin, c'est-à-dire celle qui voit que l'humanité elle-même est en danger, et en danger de ses propres faits. Elle n'est pas menacée par des espèces extraterrestres, autrement que sous des formes fantasmatiques. Et ceci nous amène à penser autrement le rapport au pouvoir et à la puissance, c'est-à-dire c'est penser le pouvoir comme puissance créatrice qui est démultipliée par les logiques de coopération. On retrouve la question de l'économie sociale et solidaire sur le plan économique, et non pas une géopolitique organisée autour de la rivalité pour la domination. Et ça entraîne deux conséquences importantes, et je termine sur ce point, parce que ça change profondément et positivement aussi bien le débat sur la perspective européenne que pour le débat français. Sur la perspective européenne, parce que si on dit ce dont nous avons besoin pour permettre à l'humanité de sortir par le haut de ces défis, de devenir pour de bon sapiens sapiens. Comme dit Edgar Morin, notre espèce est plutôt une sapiens des minces. En revanche, devenir pour de bon sapiens sapiens, c'est-à-dire mobiliser une intelligence, mais une intelligence contributrice et non pas destructrice, et avoir une humanité qui monte en qualité de conscience et de sagesse, si Homo sapiens sapiens n'est pas une origine, ça peut être, ça doit être un projet. Donc c'est un projet anthropolitique et pas simplement politique. Et d'ailleurs, l'archipel citoyen Osons les jours heureux auquel j'appartiens organise un débat sur ce thème, sur quel projet anthropolitique. Eh bien, dans cette perspective-là, nous avons besoin d'une forme démocratique, et ça rejoint les débats aussi sur l'éducation populaire, qui élève la qualité de conscience, qui élève la qualité d'intelligence contributrice, qui élève la qualité de sagesse des citoyennes et des citoyens. Et à ce moment-là, ce sont des acteurs qui n'ont plus les moyens de la puissance dominatrice, qui sont porteurs de ce projet planétaire. Et à ce moment-là, c'est la chance de l'Europe qui n'a plus les moyens de la puissance dominatrice, pas plus impériale
que coloniale, et ça peut être potentiellement la chance de la France si elle renonce définitivement à sa nostalgie zémourienne de grande puissance et si elle se tourne vers la radicalité créatrice, qui est celle d'une petite puissance, mais qui est au service d'un projet qui est celui des droits humains et des droits humains en rapport avec le vivant. Et à ce moment-là, la France peut être ce pays-monde qui est un laboratoire positif de cette nouvelle forme de gouvernance dont nous avons besoin. Voilà quelques pistes que j'espère positives dans le débat. Positive et riche. Mille merci à tous les deux. Ça me donne envie de resserrer à l'échelon local ce que vous nous dites effectivement de ces opportunités. Johanna Rolland, comment est-ce que vous percevez effectivement cette articulation entre sobriété, fraternité, ce que nous dit la crise? Comment est-ce que tout ça se traduit quand on est maire d'une ville comme Nantes? Merci. D'abord, merci pour votre invitation. Et puis, je voudrais à mon tour saluer l'ensemble des intervenants au débat. Je crois en tout cas, pour démarrer, que la manière dont vous posez les termes du débat rend compte totalement le moment quand même particulier dans lequel nous sommes de l'histoire de notre pays et sans doute d'ailleurs de l'Europe, pour au moins 3 raisons. Derrière cette question de la sobriété, on voit bien que, en réalité, c'est la question du modèle qui se pose. Et peut-être pour nous, de la question d'un nouveau modèle français d'ailleurs. Avec quand même, on le sent bien, l'enquête que vous avez évoquée tout à l'heure était de ce point de vue extrêmement intéressante. Cette idée de dire finalement entre croissance et décroissance, il y a peut-être une démarche un peu plus nuancée à imaginer. Et dans l'idée de vivre mieux, qui était évoquée tout à l'heure par un des intervenants, il y a quelque chose sur le registre du qualitatif. Et ça, je peux vous dire que derrière cet enjeu d'un nouveau contrat social et écologique concret, on sent sur nos territoires une appétence très forte de la population. La deuxième raison, c'est de dire cela avec d'emblée le fait de tirer une sonnette d'alarme, qui est qu'aujourd'hui, dans notre pays, quand même, 10 millions de Français vivent sous le seuil de pauvreté. C'est à peu près l'équivalent d'un pays comme le Portugal ou la Suède. Et donc, je crois qu'un des grands défis du politique, pour reprendre l'invitation de Stéphane Rosès à ce que le politique puisse dire à nouveau des choses sur ce champ, c'est de se dire qu'est-ce qu'on dit face à cette aspiration à une forme de sobriété encore à construire, mais un clivage social qui peut demeurer assez prégnant. Le tout dans un moment où ça a été aussi évoqué tout à l'heure sur la question des communautés. On est quand même, me semble-t-il, dans un temps où la fragmentation dans notre pays est très forte. On a passé ces dernières années quand même un peu le temps à opposer les générations les unes aux autres. Ça a été le cas au début de la crise sanitaire, les territoires les uns aux autres. On n'a pas entendu sur l'opposition entre urbain et rural, comme s'il y avait un tel écart entre un jeune d'un quartier populaire dans une métropole comme la mienne ou d'un jeune d'un territoire rural dit délaissé. Je crois qu'en réalité, ces deux jeunes se ressemblent sur certains points, parce que bien souvent, ils se sentent abandonnés par la promesse républicaine. Donc vraiment, je trouve que ce croisement entre les enjeux de fraternité ou peut-être aussi de sororité, je me permets de le dire au passage, et les enjeux tels qu'on les rencontre aujourd'hui sont absolument prégnants. Il me semble qu'un des atouts de la manière dont on peut les traduire dans les territoires, c'est de le faire à partir du réel, à partir de choses très concrètes qui travaillent cette démonstration par la preuve. Je vais prendre juste 2 exemples nantais une seconde. Le premier, c'est vous dire que dans ma ville, 50% des logements sociaux sont chauffés aux énergies renouvelables. Et que donc, dans cette capacité à conjuguer la fin du monde et la fin du mois, pour reprendre un peu cette ancienne, on a là une proposition de réponse très opérationnelle. Le deuxième élément concret, c'est la gratuité des transports en commun le week-end, qui va toucher évidemment le pouvoir d'achat, et on sait à quel point ce sujet est aussi prégnant pour nos concitoyens, mais qui vient toucher aussi un certain rapport au bien commun. Si on prend que la question de la pollution et de l'air, par exemple, poser un acte comme ça dans une grande métropole comme celle que j'ai le plaisir de diriger, c'est dire des choses sur ce rapport au fait de vivre autrement, de vivre mieux, pour reprendre ce vocable. Alors, il me semble qu'on a là vraiment un chemin à tracer dans une action qui, de mon expérience, ne peut être qu'une action partagée. Bien sûr que la puissance publique doit agir et prendre ses responsabilités, et sans doute de manière plus offensive sur ces questions. Mais
deux choses. D'abord, je crois qu'on n'inventera pas le monde post-carbone sans penser l'équation économique de ce monde post-carbone. Et donc, la capacité à embarquer des acteurs privés autour de la table est un principe de réalité et de responsabilité si on veut vraiment aller vers un changement de modèle et un changement d'échelle. Et puis, en plus, je crois qu'on doit élargir encore davantage et que la capacité d'implication de la société civile dans sa diversité, je pense aussi bien à la dimension strictement citoyenne qu'à la dimension des corps intermédiaires, pour reprendre cette dimension, est aujourd'hui plus que jamais nécessaire si on veut trouver des choses qui rassemblent et derrière cette capacité de rassemblement, retrouver aussi une forme de récit national qui nous permet à la fois de nous projeter vers l'avenir, de proposer un chemin concret sans être déconnecté du réel. Et si je fais partie de ceux qui appellent à une nouvelle étape de la décentralisation dans notre pays, c'est parce que je crois que c'est un élément absolument déterminant pour reconnecter le réel de la vision, reconnecter le quotidien des Français, finalement du modèle de société que l'on veut construire collectivement. Et je terminerai en disant que de ce point de vue, autant je fais partie de ceux qui considèrent qu'on doit redonner ses lettres de noblesse à la promesse républicaine et que la République, elle est une et indivisible, autant la diversité de nos territoires fait que les mêmes questions appellent parfois des réponses différentes. Je vais partir d'un vécu nantais. Il y a quelques mois, je réunis 80 jeunes qui sortent de la plus grande école d'ingénieurs de Nantes. Je leur demande qui a le permis de conduire. Ils me regardent comme si j'étais totalement has-been et dépassée. Et 80% d'entre eux m'expliquent qu'ils n'ont pas le permis de conduire. Parce que la question du sens et la question pratico-pratique fait que ce n'est pas leur sujet. Et ils m'expliquent qu'à Nantes, ils prennent les transports en commun le week-end, ils prennent le Biclou, l'équivalent du Vélib parisien, et que le week-end, ils se déplacent avec Blablacar. Si j'avais posé cette question au même groupe de jeunes, qui pour le coup habiteraient à 70 km de Nantes, je ne crois pas que la réponse aurait été la mienne. Et donc, je crois que si on veut conjuguer ce chemin de la sobriété et de la fraternité, on doit prendre en compte la diversité des situations du pays pour trouver des questions qui rassemblent, des réponses qui rassemblent, mais qui ne sont pas forcément homogènes, parce qu'il faudra bien partir aussi de réalités qui peuvent être des réalités différenciées. C'est la raison pour laquelle je trouve, et je finirai par là, que l'association des deux mots entre sobriété et fraternité est aussi importante. C'est comment, dans un moment de morcellement de la société, on propose un projet et un récit qui redonne corps, qui redonne capacité à rassembler et puis capacité à espoir. Mais pour cela, si on laisse 10 millions de personnes sur le bord du chemin, il y a évidemment un écueil qui constituerait, je crois, une faute démocratique. Merci beaucoup, Madame Roland. Je crois que ça fait écho à tout ce que vous faites également au niveau européen, Pascal Canfin. La question effectivement de cette diversité des territoires, est-ce qu'elle vous traverse? Et également la question d'une puissance publique plus volontariste. On a 13 textes là qui vont entrer en négociation. Comment est-ce que ça s'articule, mais cette fois au niveau européen? Ça fonctionne? Ça marche. Non. Oui, parfait. Merci beaucoup. C'est très stimulant et passionnant, et je trouve que l'aller-retour entre l'analyse de Stéphane et de Patrick et puis nos pratiques d'élus au quotidien, quels que soient les échelons territoriaux, je pense que c'est vraiment très enrichissant. Donc merci pour cette opportunité. Le Green Deal, je voudrais le remettre dans donc ce qu'on appelle le pacte vert, qu'on a tendance à appeler Green Deal dans le jargon européen. C'est pas seulement 13 textes, c'est 55 textes, mais peu importe, mais ça vous donne, c'est un moment politique totalement inédit, où on se donne vraiment pour la première fois les moyens de nos ambitions environnementales. Je vais vous donner quelques exemples, je ne suis pas là pour le développer en détail, mais on est en train d'adopter le texte européen qui va mettre fin à la vente de voitures thermiques, donc diesel et essence, en 2035. Ça veut dire qu'on a 13 ans, en 2022-2035, 13 ans pour transformer la totalité de notre industrie automobile qui est la plus pourvoyeuse d'emplois en Europe et qui concerne des objets du quotidien de tout le monde, même si je suis d'accord avec Johanna, la plupart des jeunes urbains ont de moins en moins le permis, mais néanmoins, la voiture reste un objet évidemment très largement partagé. On est en train de mettre en place un prix du carbone qui n'a jamais été mis en place
nulle part dans le monde, ni dans notre histoire, où on est aujourd'hui à 60 € la tonne de CO2. Pour ceux qui suivaient ces questions, on est historiquement à 5, puis à 10, maintenant on est à 60. Les prévisions montent à 80. À 60-80 € la tonne de CO2, je ne fais pas le détail économique, mais vous changez les modèles économiques des industries lourdes. Et donc, on est obligé de mettre en place une protection. C'est ce qu'on appelle la fameuse taxe carbone aux frontières, dont vous avez forcément entendu parler. Ça fait à peu près 30 ans que la France défend cette idée. Jacques Chirac, puis Nicolas Sarkozy, puis François Hollande. Donc, chacun peut s'y retrouver. Et aujourd'hui, ça devient une réalité. Parce qu'on est en train de mettre une telle contrainte sur nos propres industriels que même les pays très libéraux et très pro-commerce, donc des Suédois aux Néerlandais en passant par les Allemands, se disent « oui, mais ce n'est pas possible, il nous faut ce qu'on appelle là aussi dans le jargon un level playing field, donc une concurrence équitable, sinon on se tire une balle dans le pied ». Et donc, on va être les premiers. Le texte est sorti, ça fait partie des 12 que tu évoquais en juillet. On est plutôt dans le Fit for 55. C'est ça, on ne va pas rentrer dans la jargon, mais c'est ça. Mais donc, le texte est sorti. Donc, tout ce que je vous dis, ce n'est pas de la théorie pour demain. Ce sont des textes législatifs que nous sommes en train de négocier. Et ça, je trouve que ça redonne de l'espoir, parce qu'au fond, ça rejoint ce que vous disiez tous les deux, Patrick et Stéphane. D'une part, sur comment on reconstruit de la souveraineté sans tomber dans le souverainisme. Ça, je pense que c'est un élément absolument majeur de questionnement politique dans lequel on est aujourd'hui. Et de l'autre côté, quel est le rôle de l'Europe dans le jeu géopolitique entre puissances? Et effectivement, l'idée de dire le rôle de l'Europe, c'est pas d'avoir une armée plus grande que celle des Chinois et des Américains, parce que de toute façon, je pense qu'on peut même commencer par y renoncer immédiatement. C'est pas d'être plus puissant, c'est pas forcément d'être plus riche que les Américains, c'est pas d'être plus une volonté de puissance que les Chinois, etc. Donc c'est pas ça, c'est quoi? Et une des réponses que nous sommes en train de donner, c'est précisément ce que tu évoquais, c'est d'inventer un modèle de développement qui nous met en leader de cette transition dans le monde. Et alors, vous employez le mot sobriété, bon, pourquoi pas? Nous, ce qu'on dit dans le débat public européen, c'est la neutralité climat. La neutralité climat, c'est extraordinairement radical, puisque ça revient à dire que dans 30 ans, 2050, donc dans moins de 30 ans, nous devrons être, nos économies, nos sociétés, devront être neutres en carbone. Ça veut dire que d'un niveau d'émissions de CO2 totalement insoutenable pour les limites de la planète, comme chacun le sait, on passe à 0, et ensuite on devient négatif à partir de 2050. Donc on inverse totalement, en 30 ans, le modèle économique dans lequel nous vivons depuis 2 siècles et demi, à savoir une économie qui repose sur ce qu'on appelle des esclaves énergétiques carbonés, le pétrole, le charbon historiquement, puis le pétrole, le gaz, etc. Et on change totalement de modèle. On ne le prend pas à la marge, on ne fait pas moins 5%, moins 10%, on change totalement. On tombe à 0. Ça, c'est l'objectif, c'est la loi climat européenne, c'est l'objectif climat juridiquement contraignant. Je ne vais pas tout déployer, il y en a 50, donc je ne vais pas le faire, je vous en ai donné juste 3 là. Donc vous imaginez que quand je parle du caractère inédit de ce qui est en train de se passer en Europe, c'est vrai. Et c'est d'autant plus intéressant que ça redonne espoir. Ça redonne espoir parce qu'on est en train de le faire pour de vrai en tenant compte, et ce que dit Johanna Rolland est fondamental, en tenant compte des modèles économiques. Parce que sinon, c'est sympathique, mais vous ne produisez rien. Parce qu'il faut bien produire ce changement. Donc typiquement, ça, si je peux me permettre, on a des alternatives à la bouteille en plastique, et donc on pourrait trouver d'autres modèles économiques, il y a de l'eau de Paris, etc., qui existent et qui font qu'on peut se passer de cette bouteille d'eau en plastique. Par contre, si on ne l'avait pas, on serait contraint par ce qu'on a aujourd'hui. Et c'est pour ça que moi, j'insiste sur un triptyque qui me semble absolument fondamental dans la théorie du changement. Le triptyque, c'est technologie, normes et contrat. Je commence par technologie. Parce que si on n'a pas les technologies, si on ne sait pas faire une technologie zéro carbone, on peut dire ce qu'on veut, à la fin, personne ne le fera. Donc je pense que la technologie, c'est un élément important, qui trop souvent, et je mets ça au débat, vous ne serez pas forcément d'accord avec moi, mais qui trop souvent est passé un peu par pertes et profits et laissé à d'autres. Je pense qu'il faut une réflexion sur le cheminement technologique. Deuxièmement, les normes. La réalité de l'action politique,
Et clairement, en Europe, ce qui est la beauté de l'affaire, c'est que c'est ni de gauche ni de droite, puisque la présidente de la Commission européenne, elle est de droite, hein, elle est de CDU allemande. Le vice-président au Green Deal, il est de gauche, hein, il est socialiste néerlandais. Et moi, je suis président de la Commission environnement et je suis Renew, donc centriste français. Et donc, toutes les familles politiques sont représentées, y compris les écolos, bien évidemment. Et donc, ça n'appartient à personne. Personne ne peut se revendiquer de cette transformation. Et je pense tout seul. Et je pense que c'est une condition du succès. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça passe par de la norme. Par de la norme. L'interdiction de la vente des voitures thermiques en 2035, c'est du pur normatif. Ben, on le fait. Et donc, on assume le côté normatif de cette affaire. Mais, et j'en viens au troisième et je conclurai là-dessus, c'est la question contractuelle. Parce que trop souvent, vous avez une partie de la théorie du changement et de certains qui disent « la technologie suffira toute seule ». Or, ce n'est pas vrai. Vous en avez d'autres qui disent « on n'a qu'à mettre des normes et ça suivra ». Eh bien, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai parce que la société ne répond pas à une transition par décret comme ça. C'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça marche. Et donc, il faut contractualiser avec les acteurs. Donc, c'est parfois les territoires, parfois des acteurs économiques, parfois des secteurs, parfois des groupes sociaux. On peut tirer un fil pendant très longtemps, mais l'idée fondamentale que je pense être absolument centrale, c'est celle du contrat de transition écologique. Parce que quand vous avez la technologie, quand vous êtes prêt à mettre la norme, mais que les acteurs ne sont pas prêts eux-mêmes à bouger, que vous ne les avez pas organisés pour qu'ils bougent, ben, ils résistent, tout simplement. Et qu'ils soient agriculteurs, routiers, gilets jaunes, bonnets rouges, etc., ou entreprises de tel ou tel secteur, ils résistent. Alors, donc, il faut les trois. Et je crois que si on arrivait de manière fraternelle et non polémique, justement, à penser ce triangle, on casse tous les conservatismes possibles et imaginables et on gagne la bataille du climat. On a plein d'exemples. Ce que je vous propose, Mathilde et Radia, si vous voulez bien, comme il ne reste que 10 minutes et que Madame Roland doit partir, de vous faire rebondir tout de suite les politiques, si je puis dire, sur un exemple de contractualisation. Et moi, je voulais vous lancer sur la question de la voiture. On en a déjà un peu parlé, mais très concrètement, que ce soit avec vos deux prismes, mais d'abord peut-être Madame Roland, comment est-ce qu'on fait reculer la voiture? On sait que c'est un enjeu de sobriété majeur, mais on sait aussi, et vous l'avez dit, que ça vient percuter la fraternité, en tout cas que ça peut créer des inégalités sociales. C'est très dur de ne plus rentrer dans une ville avec son vieux diesel quand on n'a qu'un vieux diesel. Dites-nous concrètement ce que cette idée de contractualisation que je crois vous partagez se traduit dans une politique publique aussi concrète. Peut-être que vous aurez quelque chose à dire. Et puis après, bien sûr, la société civile et Stéphane Rosès qui voulait réagir pourront s'exprimer. Merci. Et puis vraiment désolée de cette contrainte horaire liée à un train, tout simplement. Peut-être partir d'un exemple très concret, puisque vous m'y invitez. Sur la métropole nantaise, nous sommes en train de faire monter en puissance très fortement le covoiturage. Pourquoi ? Parce que le covoiturage, on considère d'abord d'un point de vue très précis et objectivé que ça peut être un outil très intéressant pour aller vers la neutralité, que Pascal évoquait. Hein. Si on passe d'une personne toute seule dans sa voiture à 4 demain dans nos grandes métropoles, il y a un enjeu majeur. Mais au-delà, il y a une vraie question de sens sur la non-fragmentation. La perspective du covoiturage, elle peut parler à ceux qu'on a vus dans votre enquête, qui aspirent à un nouveau modèle, qui aspirent à une sobriété. Au-delà d'une dimension pragmatique que je posais sur cet exemple du covoiturage, il y a un deuxième enjeu qui est un enjeu de sens. Proposer aujourd'hui à des citoyens du covoiturage en proposant à la fois des infrastructures dédiées, mais on le fait par exemple une incitation, y compris en termes de pouvoir d'achat, ça veut dire que quelqu'un qui est volontaire pour covoiturer d'autres personnes touche une forme de rétribution. Ça parle aussi bien à ceux que vous évoquiez dans votre enquête, qui sont soucieux de sobriété, qui n'ont plus forcément envie de s'engager, soyons lucides, dans nos organisations politiques et syndicales, mais qui ont envie de poser des actes citoyens au quotidien qui leur donnent la conviction de participer à quelque chose qui a du sens, à quelque chose de plus grand, j'allais dire. Mais ça parle aussi à ceux, et c'est bien légitime, et ils existent, dont la préoccupation principale, c'est combien de temps je vais pour aller travailler et combien ça coûte. Vous savez, ce débat qui s'est posé, notamment après la crise des Gilets jaunes. Je prends cet exemple. Il peut paraître précis, peut-être même petit. Je crois qu'il ne l'est pas. Il ne l'est pas parce que derrière, c'est la capacité d'avoir des effets leviers opérationnels, mais des effets leviers qui s'adressent à une diversité de situations
sans opposer, mais au contraire en rassemblant. Sur ce type de questions, bien sûr qu'il y a une nouvelle étape possible en termes de contrat. Et bien sûr que l'État ou l'Europe, par exemple, pourrait soutenir de manière bien plus large ces sujets. Une des raisons pour lesquelles on ne le fait pas, ou pour lesquelles on le fait mal, c'est qu'on est dans un pays qui reste très dans une logique de périmètre administratif. Aujourd'hui, on signe de plus en plus ce qu'on appelle des contrats de réciprocité entre les territoires urbains et les territoires ruraux qui s'affranchissent des périmètres administratifs parce que le bassin de vie et le bassin de projet, parfois, il n'est pas corrélé à quelque chose qui est un peu corseté, pardon de le dire de manière un peu directe. Donc oui, je pense qu'il y a là des enjeux d'efficacité, mais j'insiste, des enjeux de sens. Je terminerai par un mot, parce que ça a été évoqué tout à l'heure sur l'enquête sur la sobriété. Moi, je suis très frappée de voir comment montent dans tous nos territoires les questions du rapport à l'alimentation. Et de voir comment aujourd'hui, de plus en plus de familles françaises nous disent « Oui, quand je fais acte de consommation, et de ce point de vue, la crise sanitaire a été à l'évidence un accélérateur, j'ai le souci de me dire est-ce que c'est bon pour mes enfants, mais aussi est-ce que c'est bon pour la planète, et d'y poser finalement un acte de sens. Je crois que quand on sera capable de conjuguer ça avec la fracture sociale qui reste sous-jacente, parce que je rappelle que si je prends ne serait-ce que le bio, pourcentage d'enfants de cadre et d'enfants d'ouvriers, on est encore à 80-20. Donc, il nous reste encore largement du chemin si on veut conjuguer ces enjeux écologiques et ces enjeux sociaux. Merci infiniment. Je sais que vous devez partir, mais merci d'avoir été aussi concrète et de tracer des perspectives. Vous le faites tous là, et je vous en remercie beaucoup. Un tout petit mot, Stéphane Rosès, puisque Mathilde Dimer et Radia de la présence de Johanna Rolland et pour rebondir sur ce qu'elle disait, à Nantes, elle anime une sorte de jeu à la nantaise. Et effectivement, selon les territoires, et j'imagine qu'à France urbaine, vous l'observez, Johanna Rolland, selon les territoires, les acteurs ont des façons d'être et de faire fort diverses. Et je parle sous le contrôle de Charles Benoît ici, qui met en place la question des alliances sur les territoires, ce que disait Johanna Rolland, entre les collectivités, le privé, les associations, les citoyens. On a vu ces dernières années se développer des dynamiques territoriales qui sont très rapides, qui correspondent pas du tout au débat très idéologique au plan national. Et effectivement, s'il y a des territoires où il y a des cohérences entre les identités, la mise en commun des acteurs au travers d'alliances, ça fait une dynamique très forte. Et si la métropole nantaise est tellement reconnue en termes d'innovation, de dynamisme et de création d'emplois, c'est parce qu'il y a cette capacité. Alors ailleurs, ça prendra d'autres formes. Et ce que je retiens, pour rebondir sur ce que disaient Pascal Canfin et Patrick Vivray, c'est que plus les dynamiques horizontales se font au travers d'alliances, plus du coup on attend de l'État l'essentiel, la vision de moyens et de long terme. C'est-à-dire que se met en place, avec la nouvelle période pandémique, une réorganisation où l'État ne doit plus être tatillon administratif, mais revenir sur ses vocations stratégiques essentielles et aider effectivement les acteurs, les territoires à se mettre en mouvement pour réussir les transitions écologiques et numériques. Merci. En fait, vous parlez des communs et de comment on forge les communs. Radia Bakou, je crois que vous avez beaucoup de choses à nous dire là-dessus. Peut-être un mot de ce qui se joue à coexister. Alors là, on est moins dans les enjeux de sobriété peut-être que de fraternité, mais nous vous écoutons. Merci beaucoup et merci pour ces belles interventions. Effectivement, nous, on est très, très concentrés sur la question de la fraternité et de la sororité, sur la question des communs pour la différence, avec la différence. Et c'est marrant, quand je lisais l'intitulé de la table ronde, je me disais, il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui ne me parle pas. Et en fait, le système politique à l'épreuve du double défi de la sobriété et de la fraternité, moi, j'aimerais le tourner autrement,
En réalité, moi, ce que je vois, c'est que la fraternité est vraiment mise à l'épreuve du système politique actuel. Aujourd'hui, la fraternité, elle vacille. On atteint des limites jamais atteintes en termes de division de la société, en termes de division entre la population française, enfin dans la société française. Et c'est ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. Quand je vous entendais raconter ce que c'était coexister en quelques mots, je me disais, ah, ça a l'air vraiment sympa comme association. Et pourtant, en fait, aujourd'hui, c'est un sujet qui est clivant. C'est un sujet qui est clivé, en fait, juste de pouvoir dire, il y a des personnes différentes qui ont envie de dialoguer, de faire ensemble, de se mettre dans un même espace, de réfléchir à comment est-ce qu'on interagit les uns les unes avec les autres de manière bienveillante. Ben, ça, aujourd'hui, en France, c'est plus une évidence. Et donc, il y a une énorme responsabilité des dirigeants et des dirigeantes politiques. Il y a une énorme... Oui, pardon. Il y a une énorme responsabilité de ce qui nous attend cette année. Moi, je trouve ça hallucinant qu'un débat ait réuni des millions de personnes hier soir et qu'en toute détente, deux policiers ont discuté. Oui, bah alors moi, je suis pas d'accord. Est-ce que les musulmans sont compatibles avec la République, avec la France? Est-ce que oui, est-ce que non? Comme si c'était un débat qu'on avait le droit d'avoir comme ça. C'est devenu complètement acceptable et accepté de pouvoir discuter de ça. Donc oui, c'est plutôt est-ce que la fraternité, est-ce que la sororité va survivre à ce système politique, va survivre à nos dirigeants et nos dirigeantes? Et donc il y a une énorme responsabilité à prendre. Nous, ce qu'on défend au sein de Coexister, justement pour pouvoir continuer de faire vivre ce mouvement de jeunesse et d'éducation populaire, pour pouvoir continuer de proposer des espaces de confiance où on apprend à mieux se connaître, où on apprend aussi à devenir des citoyens et des citoyennes aguerris, à pratiquer la citoyenneté dans toute sa splendeur. On appelle véritablement à changer notre regard et à complètement changer les récits autour des questions de diversité. Donc véritablement d'en parler autrement, de parler véritablement avec une histoire et des mémoires nationales qui soient inclusives, enfin qu'on essaye de réfléchir ça, qu'on essaye de parler donc d'inclusion, qu'on essaye de nous maintenir dans une société qui puisse accueillir tout le monde. On essaye aussi, on souhaite aussi demander aux personnalités politiques de mettre en place des politiques publiques qui soient ambitieuses sur les questions d'éducation à la paix, qui devraient véritablement intégrer tous les programmes scolaires et encore plus solliciter l'éducation populaire pour justement faire vivre des moments et pas seulement avoir une approche descendante de nos relations, des relations entre les personnes. Et enfin, de donner beaucoup plus les moyens et les ressources aux jeunes de s'engager. On a un axe très fort de plaidoyer sur la question de l'engagement des jeunes, parce que tout le monde dit oui, c'est super l'engagement des jeunes, mais en fait, quand on n'en a ni les ressources, ni les moyens, ni le temps, ni l'énergie, ni même l'information, quand on ne sait même pas comment s'engager, c'est un véritable problème et on ne peut pas justement construire des citoyennes, des citoyens qui soient conscients des enjeux qui les entourent. Et donc, on demande d'être beaucoup plus ambitieux et ambitieuses sur ces questions. On parlait tout à l'heure aussi, a été cité le baromètre de la fraternité et justement, comment est-ce qu'on mesure un peu l'état de la fraternité aujourd'hui? On voit qu'il y a 10 points de plus sur les 3 dernières années en termes de méfiance vis-à-vis des autres. Et en fait, ça ne sort pas de nulle part. Ça sort également des prises de parole, des prises de position, des personnalités politiques. Et il va falloir une vague de bienveillance et une vague d'inclusion pour réussir à dépasser tout ça. Donc voilà, on a une grande demande de prise de responsabilité de nos dirigeants et nos dirigeantes. Et pendant ce temps-là, nous, on continuera de pratiquer la diversité dans un espace bienveillant et de le proposer à toutes et à tous. Merci, oui, en tout cas, de la faire vivre, cette bienveillance. Et en même temps, vous pointez les failles du système politique sans complaisance. Mathilde Dimer, vous y êtes confrontée assez brutalement par rapport à vos engagements écologiques et ce que vous avez essayé de pousser depuis 2015 pour que la société rentre de pied ferme dans cette transition écologique. Qu'est-ce qui, au niveau du système politique, vous rend la tâche difficile? Dites-nous, partagez un peu avec nous cette expérience multiple depuis 6 ans. Bonjour à toutes et tous et merci pour l'invitation. Peut-être pour répondre à ta question, Marine, ça fait une dizaine d'années maintenant que je suis activiste climat, militante climat, à la fois dans des ONG de jeunesse, à la fois côté gouvernement pendant la COP21 où je travaillais aux côtés de Laurence Tubiana et de Laurent Fabius,
à la fois au moment de l'affaire du siècle, cette pétition qui soutenait un recours en justice contre l'État français pour une action climatique, à la fois essayer d'accompagner les entreprises, notamment des grosses, à faire leur transition, à la fois côté médias, parce que un jour sur deux, je me réveille avec angoissée en fait. Parce que quand on regarde les chiffres du GIEC, qu'on les regarde vraiment, pas juste survoler, je ne sais pas qui peut les regarder sans flipper, sans avoir peur. Parce que c'est flippant. Ça ne veut pas dire pour autant que le monde que construisent les écologistes est forcément effrayant. Loin de là, je pense qu'il peut être très joyeux et très heureux. Et c'est pour ça que l'autre jour sur deux, je me réveille avec beaucoup d'enthousiasme à l'idée d'un monde à construire, à réinventer, un nouveau modèle de société à construire. Mais c'est quand même cet enjeu-là qui me prend aux tripes depuis une dizaine d'années et qui fait que je pense que c'est extrêmement complexe. Et on l'a dit, il n'y a pas de solution magique. Et donc moi, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui bloque et donc de voir quels sont les différents acteurs et d'essayer d'observer d'abord, de comprendre qu'est-ce qui bloque côté médias, qu'est-ce qui bloque côté gouvernement, qu'est-ce qui bloque côté entreprise et d'essayer de trouver des voies de solution. Et la réalité, c'est que sur toutes mes expériences militantes, et c'est le constat que font aussi des entrepreneurs, notamment dans l'économie sociale et solidaire, à chaque fois, c'est le mur du politique qu'on se prend. On s'est réunis au sein de la rencontre des justices avec des jeunes militants, que ce soit sur les questions de climat, de justice sociale, avec des gilets jaunes, que ce soit sur les questions d'antiracisme, que ce soit sur les questions de démocratie, avec des entrepreneurs sociaux, et tous, on faisait le même constat. On essaye, on bouge de notre côté, mais à chaque fois, il y a quelque chose qui nous bloque. Les entrepreneurs disaient, typiquement, le plan de relance qui a été fait par le gouvernement suite à la crise Covid, il n'y a pas vraiment de conditions mises aux entreprises, en tout cas pas assez suffisamment, et donc ça ne favorise pas les entrepreneurs qui se bougent sur les questions climat pour de vrai, et qui tentent, et qui osent, et qui prennent des risques. Ils sont un peu abandonnés d'une certaine manière. De la même manière, les jeunes pour le climat qui marchent depuis maintenant des années pour se faire entendre, ont l'impression d'être complètement abandonnés par le système gouvernemental et par la politique. Et c'est aussi pour ça que, sans dire que je suis d'accord avec ces jeunes qui s'abstiennent massivement, je rappelle, 82% d'abstention des 18-35 ans aux dernières élections régionales. On peut dire, oui, c'est la faute des jeunes, ils devraient voter, c'est vraiment des individualistes qui n'ont rien à foutre de la politique. C'est facile de dire ça. Je pense que la responsabilité qu'on a collectivement, et moi je leur dis d'aller voter, jamais je tiendrai un discours de « abstenez-vous ». En revanche, il y a un enjeu à ce qu'on arrête de juste commenter l'abstention sur des plateaux télé et qu'on se dise essayer de comprendre véritablement cette abstention et de mettre à jour le système politique pour que ça parle aux jeunes, mais pas que aux jeunes, parce qu'il y a beaucoup plus que les jeunes qui s'abstiennent. Et au-delà de ceux qui s'abstiennent, il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui continuent d'aller voter, qui sont frustrés par le système politique actuel. À commencer par les gilets jaunes, où on a bien vu qu'il y avait un problème de représentation forte qui était posé quand on voit qu'une taxe carbone telle qu'elle a été proposée par Emmanuel Macron, mais autant de gens dans la rue, dans le pays, on se dit bien qu'il y a un problème de représentation. Et quand on voit qu'à l'Assemblée nationale, il y a zéro ouvrier, alors que c'est 15 à 20% de la population française, sans dire que les élus sont tous pourris et à jeter, c'est pas du tout le discours que j'ai. La majorité d'entre eux font très bien leur boulot, mais on a un problème de représentation. Il n'y a pas la diversité, que ce soit sur les jeunes, sur les femmes, sur les classes populaires. Toutes ces catégories de population sont sous-représentées au sein de nos institutions, et ça pose forcément un problème. Et donc ces catégories de population qui ne se sentent pas représentées, elles votent de moins en moins. Et on leur dit c'est votre faute. Est-ce qu'on peut réfléchir 2 secondes différemment et de dire il y a peut-être un cercle vertueux à créer plutôt que de rester dans ce cercle vicieux de on vote de moins en moins, du coup on est de moins en moins représenté. Et donc c'est ça que moi j'essaie de porter aujourd'hui, où je suis plus seulement activiste climat, mais aussi activiste sur les questions de démocratie, à pousser différentes choses. Évidemment, le tirage au sort est un des outils qui me semble intéressant pour mettre à jour notre démocratie. Pourquoi ? Pour 2 raisons par rapport au sujet que vous posez aujourd'hui. La première, c'est la question du long terme. Quand vous êtes tiré au sort, vous l'êtes pour quelques mois. Vous n'avez pas d'enjeu à présenter à la fin un bilan pour vous faire réélire. Et donc vous pouvez penser long terme, beaucoup plus que des élus qui, même quand ils ont envie, ont quand même un enjeu à la fin d'être réélus pour les prochaines élections. Donc le tirage au sort permet plus facilement de penser long terme, et c'est pour ça que des personnes comme Patrick et bien d'autres poussent pour une chambre du long terme, avec des citoyens tirés au sort, avec des scientifiques, avec des corps intermédiaires, pour les accompagner évidemment. Mais le tirage au sort permet vraiment cette vision long terme qui nous manque cruellement
dans notre système politique aujourd'hui, on voit bien tous que c'est le court-termisme qui l'emporte à chaque fois. Et donc forcément, les jeunes, c'est une des raisons pour lesquelles une grande partie de ma génération vote plus, c'est qu'on a l'impression que nos vies comptent pas, que les enjeux climat, c'est toujours pour demain. En fait, c'est notre vie, notre survie potentiellement qui est en jeu dans notre imaginaire. Donc si ça compte pas, finalement, c'est pas par là, c'est pas par la voie du politique que ça se passe. En tout cas, dans l'imaginaire qui est créé. Donc je pense que le tirage au sort est un des moyens de mettre à jour notre démocratie. La deuxième raison pour laquelle ça me semble un bon moyen, c'est que ça permet tout simplement de mieux représenter ces catégories de population qui sont sous-représentées par l'élection. Je l'ai dit, les jeunes, il y avait des jeunes dans la Convention citoyenne pour le climat, il y avait des jeunes dès 16 ans. Et ils étaient beaucoup plus nombreux qu'à l'Assemblée nationale. Et il y avait des débats hyper intéressants entre des jeunes de 16 ans et des personnes de 80 balais au sein de cette convention, et qui n'étaient pas toujours d'accord, parfois qui étaient d'accord. Et c'est ça, la démocratie. C'est ce débat-là, c'est comment est-ce qu'on crée des cercles vertueux entre différentes générations, comment est-ce qu'on arrête d'être dans cette espèce d'îlot, de cercle fermé, que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit des communautés qui se créent. Je pense que c'est ça aussi que pousse coexister, et la colère de Radia, moi je la comprends, parce que il y a un moment, on a l'impression d'être toujours resserrés les uns contre les autres plutôt que de pouvoir coexister et de créer du débat. Donc le tirage au sort est un outil intéressant, et je pense que le travail qui a été mené par la Convention citoyenne a cassé cette idée que des citoyens lambda n'étaient pas à la hauteur, ne pouvaient pas faire ce job de proposer des lois ambitieuses, cohérentes, qui lient ambition climatique et justice sociale. Ça, je pense que c'est la preuve de ce qu'a pu faire la Convention citoyenne pour le climat. Ça n'a pas suivi politiquement, notamment sur la tenue, l'engagement de... Justement, je trouverais ça bien pour qu'on commence à vous faire un petit peu échanger les uns avec les autres. Vous parliez bien de ce mur du politique. Vous demandez qu'est-ce qui bloque. Je crois que c'est une grande question quand même que vous vous posez, Pascal Canfin. Dans la mise en œuvre, vous avez commencé à l'esquisser avec l'idée de, les 3 niveaux dont vous parliez, la contractualisation. Peut-être on peut, par votre expérience, vous avez été au cœur du pouvoir, essayer d'expliquer ce ressenti d'un mur du politique et de comment on fait. Je ne prétendrai pas du tout, je ne sais pas si ça va marcher, oui, c'est bon. Si, c'est bon. Je ne prétendrai pas du tout pouvoir répondre sur d'autres sujets que celui de l'écologie, sur lequel j'ai un peu d'expertise et d'expérience. Sur les autres, je suis trop loin, trop modeste pour prétendre avoir des solutions toutes faites. Donc sur le sujet écolo, la bonne nouvelle, c'est on sait ce qu'on doit faire. Et en plus, on sait à peu près quel chemin il faut prendre d'un point de vue des solutions technologiques pour y arriver. On sait faire des circuits courts, on sait faire des vélos électriques, on sait faire des énergies renouvelables, on sait faire des voitures zéro émission. On sait à peu près tout faire. On pourrait débattre, ce n'est pas l'objet du tout, mais de quelques éléments technologiques du type hydrogène, etc. Mais fondamentalement, la feuille de route des solutions, et encore une fois, les valeurs, les aspirations, c'est fondamental, mais s'il n'y a pas les solutions, il ne se passe rien. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on sait ce qu'il faut faire. On sait produire du bio, on sait marcher, on sait faire du vélo, on sait faire ça. On ne sait pas bien arrêter les néonicotinoïdes. On ne sait pas bien arrêter, plutôt. Aussi, non, mais dans on ce sait... sens-là. Non, juste exactement. Donc, on sait faire. La question, c'est comment on passe du A, qui est insoutenable, au B, qui est soutenable. Le sujet n'est pas de définir le B. Le B, on le sait. D'accord. Le point d'arrivée vers lequel on doit être, on le sait. Zéro carbone, une agriculture qui arrête de mettre des pesticides, et le bio est un des modèles alternatifs qui existent, les renouvelables versus le fossile, etc. On sait le faire. Le cœur du sujet, le cœur du questionnement, et il est absolument fondamentalement politique, mais pas bureaucratique. Et donc, ce que disait Johanna Roland, ce que tu disais aussi sur les frontières technocratiques et bureaucratiques qui empêchent la transformation, je le vis tous les jours. C'est comment on fait, comment on met la société, quel chemin on décrit pour la personne qui est à 30 km du centre-ville, le gilet jaune typique, qui n'est pas pauvre, mais qui est classe moyenne, bas de l'échelle des classes moyennes, qui travaille parfois à horaires décalés et pour lequel il n'y aura jamais Blablacar. Parce qu'il n'y aura pas 2 personnes qui feront le même trajet au même moment à 6 heures du matin. Et ça ne marche pas. Et il y aura encore moins jamais de tram et de bus, etc. Et pareil pour d'autres cas de figure. L'éleveur de porc breton
intensif. Bon, vous avez toujours ceux qui disent l'écologie, on l'emmerde, nous on veut maîtriser la nature et les animaux ils sont pas très bien. Mais ça, c'est une toute petite partie du monde agricole. Le vrai sujet, c'est que le gars, de toute façon, il est surendetté et qu'il est comme ça. Et qu'on n'a pas construit le dispositif transitionnel qui fait qu'un éleveur de porc breton intensif est capable de désintensifier sa production sans couler, sans demain mettre la clé sous la porte. Parce que le Crédit Agricole lui dit, mais attends, là, tu as vendu moins, donc hop, over. Donc c'est des matelas, c'est quoi? C'est construire des sécurités? C'est ça le cœur. Alors ça, c'est pas sexy, ça fait pas la une du 20h, c'est pas des grandes déclarations, c'est pas des rubans qu'on coupe, etc., etc. Donc c'est souvent largement sous-traité. Et il n'y a que 2 pays au monde qui commencent à peu près à le faire, c'est la Suède et les Pays-Bas. Et moi, je regarde beaucoup cet exemple-là parce qu'ils sont en train de faire le switch pour de vrai et ils sont en train de dire, bon ben voilà, on va prendre tous les acteurs concernés. Alors ça peut être une logique territoriale, ce que disait Johanna, ça peut être une logique sectorielle. Vous parliez de l'automobile. On a mis, nous, en place en France un contrat de filière automobile qui fait que les constructeurs automobiles et les sous-traitants, et je rappelle qu'on a non seulement des très gros constructeurs automobiles, mais on a les 2 plus gros sous-traitants de la filière automobile au monde, avec Forestia et Valeo. Donc on a un savoir-faire industriel colossal qu'on n'a pas très envie de perdre. Et je pense que les syndicats de Valeo et Forestia, ils n'ont pas très envie de dire bon, bah, c'est pas grave, demain c'est les Allemands, les Chinois, etc. C'est pas nous, on a perdu nos emplois, bah, tant pis, c'est comme ça. Donc il faut le garder. Et bien, c'est précisément parce que ça fait des mois et des mois et des mois qu'on travaille avec ces acteurs-là sur le contrat de filière qu'on a pu embarquer la quasi-totalité de l'industrie européenne, de l'automobile, je rappelle la première industrie en Europe, dans cette règle du jeu absolument radicale qui est dans 13 ans, vous ne vendez plus un seul véhicule essence et diesel. C'est pas vous allez marginalement baisser vos émissions de CO2, etc. C'est juste vous faites 0. Donc, pour l'instant, so far so good, pour l'instant, il n'y a pas de grève, il n'y a pas de rébellion, il n'y a pas de lobby acharné des constructeurs contre, etc. Parce qu'on a créé ce triangle que j'évoquais tout à l'heure. Et justement, et je pense que notre cœur, là, le cœur du sujet, c'est de continuer à prendre cette méthode et à le déployer partout. Déployer partout, notamment sur les sujets où on est très en retard, notamment l'agriculture. Patrick Vivray et Stéphane Rozès sur la manière dont ce qu'on expérimente finalement et la manière de créer du commun, vous le dites un peu de la même façon, en tout cas c'est le même objectif. Comment est-ce que on le fait à grande échelle et qu'on emmène une société au moment là de ce qu'on est en train de vivre? Peut-être que vous pouvez nous aider pour le coup à le conceptualiser si on repart. Je pense que je serais intéressé d'entendre aussi Patrick Vivray. La grille d'analyse qui est la mienne, après 35 ans de travail, est inverse de ce qu'elle était au début. C'est-à-dire que je pense que les questions institutionnelles, politiques, les rapports sociaux, le rapport à la technique, est d'abord enclavé dans des questions culturelles, car il a bien fallu expliquer, et il faut partir de là, puisqu'on parle de la France, du fait que nous soyons les plus déprimés au monde, alors que notre modèle économique et social, quoique dégradé, est très enviable, très envié à l'étranger. Mieux vaut être, je voyais aisément du sondage, comme d'habitude, les Français crient aux inégalités. Dans la réalité, les études comparatives montrent que nous sommes encore dans une situation très avantageuse. Alors pourquoi cette dépression française? Pourquoi ce déclassement français, qui fait d'ailleurs le succès, pour partie, de quelqu'un comme Zemmour? Parce que lui semble donner une profondeur historique, nonobstant ce qu'il dit, on est d'accord, mais il semble donner une profondeur historique à quelque chose de sidérant. D'où le fait que le type n'existait pas, il débarque et il chamboule tout ça. Donc, je pense que pour passer à une autre échelle, il faut d'abord
ce que j'appelle réparer les imaginaires nationaux. C'est-à-dire qu'il faut laisser à chaque pays la possibilité de construire une cohérence entre ses représentations culturelles, ce que j'appelle son imaginaire, ses institutions, les politiques menées, et alors chaque pays, au fond, peut se déployer. En un mot, si nous sommes les plus pessimistes au monde, c'est parce que depuis des siècles, pour rassembler les diversités qui sont les nôtres, des Celtes, des Latins, des Germains et ensuite quelques autres, nous devons nous projeter dans l'espace, le temps et un projet politique. Ça, c'est l'imaginaire de la nation. Or, ce qu'est devenu l'État, c'est tout l'inverse. Lors de la présidentielle, celui qui va accéder est obligé de rentrer dans le creuset de l'imaginaire national. Mais le sommet de l'État, lui, il a des gouvernances contradictoires avec l'imaginaire français, puisque l'imaginaire français, c'est de se projeter dans un projet politique, de sorte d'y encastrer la dispute commune pour dénaturaliser nos origines. Et ce qui est devenu le sommet de l'État ces dernières années, c'est tout l'inverse. C'est demander à la nation d'intérioriser des disciplines économiques annuelles. Et donc, de cette contradiction entre l'État et la nation naît notre dépression et notre déclin et notre déclassement. Ce qui fait que, je ne sais plus si c'est Patrick ou toi, je pense qu'on ne peut pas sortir de notre malheur sans penser la renaissance européenne et qu'enfin les institutions européennes soient adaptées au génie européen qui, depuis Mare Nostrum, dans un espace géographique confiné, fait se côtoyer des peuples divers, alors que l'imaginaire de l'Union européenne est adapté à l'ordolibéralisme allemand et l'illusion que, du fait de l'expérience du nazisme, en mettant une hégémonie économique, ça n'aurait pas des effets politiques sur les autres pays. En un mot, si l'Europe disparaît de l'histoire, c'est que ses institutions sont contraires au génie européen. C'est-à-dire qu'elles sont tout à fait adaptées à un pays, l'Allemagne, et Mitterrand, au fond, l'Allemagne réunifiée, il s'agissait qu'elle reste en Europe, et donc les gouvernances européennes, les pensées même de l'articulation entre les questions monétaires, les questions de dette et tout ça, étaient tout à fait adaptées à l'imaginaire allemand. Mais dans la réalité, ce qu'est devenu l'Europe, c'est effectivement quelque chose qui est très adapté à l'imaginaire allemand. Les Allemands se racontent qu'ils ne sont pas hégémoniques au plan politique parce qu'ils ne feraient que de l'économie. C'est pas, en tout cas, dans ma grille d'analyse, c'est faux, puisque justement, pour moi, tout est lié entre les questions culturelles, les questions religieuses, les questions politiques, les rapports sociaux. Donc, pour passer à une nouvelle échelle au plan européen, selon moi, il faut réparer les imaginaires nationaux européens, redonner la souveraineté, développer les modèles et avoir au contraire des projets très ambitieux au plan européen. Oui. Mettre de côté la libre concurrence, mettre de côté et l'écologie est effectivement le seul domaine où il y a une crédibilité européenne, et ça tombe bien, effectivement. La question écologique peut être la façon de mettre des objectifs communs en laissant... Moi, j'étais expert lors de la COP21. J'étais expert sur la consultation mondiale, sur la lutte contre le réchauffement climatique. Donc, j'ai passé quelques nuits avec l'ami Radan à analyser la façon dont les différents peuples sur les différents continents se représentent. Et ça va se reposer dans quelques... Voilà. Ce que je veux... Tout le monde est dorénavant conscient de l'urgence, mais chacun
il donne, sur les façons de lutter contre le réchauffement climatique, une réponse différente, indexée sur ces représentations culturelles. Donc voilà un peu ma philosophie. Merci, c'est à chaque fois tellement riche. J'aimerais bien vous entendre forcément comme député européen, mais je voudrais quand même sur la réparation et nos appréhensions culturelles différentes, vous entendre, Patrick Vivray, et également sur, je reviens à ma question initiale, qui est comment on transforme notre système politique pour essayer de mener ces transitions ensemble, avec des communs. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette notion de réparation, d'abord ? Moi, je préfère de beaucoup la notion de régénération plutôt que de simple réparation. La régénération, elle inclut la réparation, mais elle se tourne aussi vers l'énergie créatrice des formes de renaissance. Et ça s'applique complètement au lien entre les enjeux culturels et puis les enjeux économiques et politiques. Par exemple, sur une question qui est centrale du point de vue culturel, qui est le rapport à la langue, qui est le premier habitat émotionnel. Si je prends l'exemple des langues latines, c'est pas du tout la même chose de dire que valeur, ça veut dire value for money. Donc, en gros, ce qu'on appelle la création de valeur, c'est comment on fait du fric, ou si on reprend le sens originel du mot, qui veut dire valeur, c'est la force de vie. Parce que à ce moment-là, on va très bien comprendre que, par exemple, bénéfice, ça veut pas dire solde monétaire positif, ça veut dire activité bénéfique. Donc, il y a un lien cohérent entre une activité bénéfique et une création de force de vie, de valeur comme force de vie. De la même façon qu'il y a un lien tout à fait cohérent dans la situation inverse, qui est que si j'ai une activité nuisible pour la nature ou pour les êtres humains, ça va entraîner une destruction de valeur, force de vie. Donc les pertes, c'est pas des soldes monétaires, là aussi, c'est de la destruction de valeur. Et cette question-là, elle rejoint aussi bien les problèmes macroéconomiques qu'on a évoqués que les problèmes à l'échelle territoriale, évoqués notamment par Johanna Rolland, mais c'est la même chose sur le plan politique. C'est pas du tout la même chose de dire le pouvoir, je l'écris avec un grand P, c'est un substitut, il se suffit à lui-même, ou le pouvoir, c'est un verbe auxiliaire qui s'écrit en lettres minuscules et qui n'a de sens qu'avec des compléments. Parce qu'à ce moment-là, c'est un pouvoir de création qui est démultiplié par la coopération. Si je me retrouve avec Mathilde et beaucoup d'autres amis dans toutes les expériences démocratiques, de démocratie ouverte, de démocratie continue, de la primaire populaire, etc., c'est la mise en œuvre concrète de cet autre rapport au pouvoir qui sort de la fascination, voire du fanatisme, de la volonté de conquérir et de dominer autrui pour être au contraire dans une puissance créatrice. Parce que l'abstention dont parlait Mathilde, si on regarde la face cachée des discours, c'est le moyen par excellence que le pouvoir de domination a créé pour perdurer son pouvoir. D'où ma question. Parce que le pouvoir de domination, il se nourrit de la dépression. Alors qu'évidemment, la puissance créatrice, elle va se nourrir de la coopération et de l'énergie créatrice. Et donc, la mise en œuvre concrète de cette forme de démocratie continue, de démocratie créatrice, de démocratie coopératrice, etc., c'est la question essentielle et ça vaut à toutes les échelles de territoire, depuis le niveau local, bien sûr au niveau national, l'enjeu européen, on le retrouve là, mais c'est aussi à terme l'enjeu planétaire. Quelle forme démocratique permettrait à l'humanité de s'auto-gouverner, sachant que sa principale menace, c'est elle-même. Non seulement parce qu'elle détruit ses écosystèmes vitaux, mais parce qu'elle risque de s'auto-détruire elle-même, et c'est là que les questions telles que la défense et les armes de destruction massive recoupent cette question. Ouais. On reviendra peut-être à cet échelon international, parce qu'évidemment, on va être dans une actualité très forte avec la nouvelle COP qui arrive dans
dans quelques semaines. Radia Bakou, je voulais quand même vous, en resserrant sur l'expérience d'une association comme la vôtre, savoir que, finalement quels enseignements vous tirez de ce travail, de ce qui ressort de cette énergie créatrice entre les jeunes qui se retrouvent, qui ne se connaissent pas, et puis d'un coup qui abandonnent leurs stéréotypes. Est-ce que vous pouvez nous partager un petit peu cette expérience très, très au plus près de ces jeunes? Je pense que ce qui me rend le plus optimiste après mes 7 ans d'engagement au sein de Coexister, 6 ans à la présidence, c'est le fait que cette société idéale qui soit plus juste, plus écologique, plus inclusive, elle existe dans la tête, dans les yeux, dans les cœurs des jeunes qui se rassemblent et qui réfléchissent à cet idéal ensemble. Elle existe déjà, elle est déjà très très concrète dans ce qui se raconte. Et en plus, elle continuera d'exister parce que ce qu'on laisse après Coexister notamment, c'est les amitiés qui ont été créées, c'est les souvenirs communs. C'est quelque chose que personne ne pourra jamais effacer. Parce que bon, on se rappellera peut-être pas de quel événement de dialogue on a fait en 2017 sur tel ou tel sujet un jeudi soir. En revanche, on se rappellera de telle personne qu'on a rencontrée qui nous a appris des choses incroyables sur le protestantisme, sur l'écoféminisme, sur plein de choses. Et en fait, c'est ces souvenirs communs qui font que la société, en fait, c'est quelque chose d'hyper concret. C'est une réalité qui peut être très tangible si on utilise les bons indicateurs pour la mesurer. Et du coup, c'est un peu ce qui reste et ce qui va rester. Et c'est quand on n'a plus de souvenirs communs, quand on a une espèce d'oubli de ce que c'est que de faire société, on se rabougrit, on reste sur nous-mêmes, on reste sur notre propre... avec les personnes qui nous ressemblent. Parce qu'en théorie, tout le monde dit oui, on est d'accord pour faire société, on est d'accord pour la fraternité, on est d'accord pour la sororité. En revanche, dans le très concret, on préfère le faire avec des personnes qui nous ressemblent parce que c'est notre zone de confort. C'est hyper difficile en vrai de sortir de sa zone de confort, surtout après 1 an et demi, on a été plus que dans notre zone de confort chez nous avec des gens qui nous ressemblaient, des gens de la même famille que nous. Et là, il va falloir reprendre le chemin de l'altérité, reprendre le chemin de la sortie de zone de confort pour justement continuer de rêver et de parler très très concrètement de la société qu'on est en train de construire. Et une deuxième chose sur la question des préjugés, en fait, j'ai utilisé le mot tout à l'heure, pratiquer la différence et pratiquer l'autre, pratiquer la différence, enfin pratiquer. Pratiquer, c'est un terme qui est choisi en conscience. C'est-à-dire que c'est pas juste une fois j'ai discuté avec quelqu'un qui était différent et c'était super et ça y est, je deviens super ouvert d'esprit. Non, c'est quelque chose qui se pratique. C'est quelque chose qui se fait au quotidien. On n'est jamais totalement bienveillant. Là, je parle au niveau individuel aussi. On n'est jamais totalement bienveillant, on n'est jamais totalement ouvert. On n'a jamais fini de rêver la société dans laquelle on vit. En fait, c'est quelque chose qui se pratique. C'est quelque chose qui a besoin d'un temps long. Et justement, ça me parlait beaucoup l'idée du long terme, justement. C'est quelque chose de... Imaginer le long terme, c'est aussi se dire quelles sont toutes les étapes pour y arriver. C'est quelque chose d'un peu infini. C'est redonner aussi de la puissance à cette notion d'infini et pour mieux comprendre encore l'énergie créatrice dont parlait Patrick. En fait, c'est se rapprocher un peu de cette immensité et d'arrêter de penser juste jusqu'au bout de son nez, quoi. Peut-être ça résonne, Mathilde, ça, dans ce que vous avez expérimenté dans vos différents collectifs, pour utiliser un mot un peu générique. Mais... Oui, ça résonne très fort dans le sens où au sein de la Convention citoyenne, il y avait non seulement des citoyens très différents qui ont appris à se pratiquer les uns les autres, et il y a des fois où c'était vraiment pas facile. Parce que je le rappelle, c'était des citoyens de tout âge, de tout horizon. Il y avait aussi bien des gilets jaunes que des bobos de centre-ville. Enfin, une mini-France. Et du coup, forcément, quand on ajoute à ça la question de la justice sociale, c'est là où le débat se fait. La Convention citoyenne pour le climat, ils n'ont rien inventé de nouveau. On en discutait avant d'entrer en salle avec Pascal. Il n'y a pas de nouveauté dans ce que proposent les citoyens. Dans les propositions qui en sont issues en juin 2020. Ce qu'on leur a demandé, c'est où est-ce qu'aujourd'hui qu'on met le curseur. Taxe carbone telle qu'elle a été proposée par le gouvernement Macron allait a priori trop loin pour un certain nombre de nos concitoyens. La question qui était posée, c'est qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qu'on peut s'appliquer à nous-mêmes. Et c'est ça que je trouve intéressant dans la pratique de la Convention citoyenne, c'est que c'est non seulement la pratique de gens différents entre eux, mais c'est aussi se dire en conscience, qu'est-ce que moi je peux m'appliquer à moi-même?
est-ce que ça, si on passe cette proposition, demain, en fait, je ne peux plus emmener mes gamins à l'école ou je ne peux plus aller au boulot. C'était le cas des Gilets jaunes qui se sont sentis piégés par la taxe carbone telle qu'elle a été ficelée. Mais c'est aussi l'expérience avec des acteurs qui venaient devant eux. La Convention citoyenne, ce n'est pas juste 150 citoyens tirés au sort qui étaient tout seuls dans une salle, d'ailleurs ça s'est passé ici, sont venus devant eux plus d'une centaine d'intervenants et très différents. Ils avaient en face d'eux, au même moment, dans un débat contradictoire, sur la question agricole par exemple, la FNSEA, syndicat agricole majoritaire qui n'est pas connu pour être très progressiste sur les questions écologiques, Carrefour, distributeur, Greenpeace. Et c'est en posant les mêmes questions finalement à ces acteurs-là, en comprenant quels sont les blocages, les contraintes des uns et des autres, mais aussi les opportunités, les moyens de débloquer certaines choses, qu'ils ont mis le curseur en fonction de ce qui était applicable pour eux en tant que citoyens, mais ce qu'ils avaient aussi entendu des différents acteurs. Et là où, à mon sens, il y a un problème démocratique, c'est sur l'après. C'est-à-dire que autant je pense qu'Emmanuel Macron a pris un engagement trop fort sur ce sans filtre, qui était une erreur politique, mais qui dénote aussi, à mon sens, un mépris qu'on a expérimenté. Parce qu'on parle souvent de la déconnexion et du manque de confiance des citoyens aux élus. On parle beaucoup moins de l'autre sens, de la confiance, ou plutôt de la défiance des élus vis-à-vis des citoyens. Et je ne dirais pas d'où ça vient, mais par exemple, quand on a proposé la Convention citoyenne pour le climat, il y avait 2 formats qu'on proposait. Soit un format avec 100% de citoyens tirés au sort, soit un format avec 2 tiers de citoyens tirés au sort, et puis 1 tiers d'élus. En disant, en fait, c'est intéressant de faire, on n'était pas du tout dans une dynamique anti-élus, comment est-ce qu'on fait cohabiter les deux, inspiré notamment de l'exemple irlandais. La réponse qu'on a eue du gouvernement, c'est non, hors de question de mélanger élus et citoyens tirés au sort, parce qu'on ne mélange pas les serviettes et les torchons. Sympa. Je vous laisse imaginer qui sont les serviettes et les torchons, mais ça veut dire, donc ce que je veux dire, c'est qu'il y avait ce mépris-là qui, à mon sens, explique le sans-filtre aussi d'Emmanuel Macron, les citoyens ne seront pas capables de faire des propositions aussi précises que ce qu'ils ont fait. Et donc, quand certains, comme Dominique Seux, disent qu'il s'est piégé avec ce sans-filtre, je pense qu'il y a du vrai. Néanmoins, au-delà de ce mépris-là que tout le monde sent et perçoit d'une partie de la classe politique vis-à-vis des citoyens, il y a pour moi d'autres enjeux qui expliquent les reculades sur la Convention citoyenne pour le climat. Il y a la question des lobbies. Alors j'allais y venir justement parce que, pardon, je vous coupe et peut-être ce sera la dernière question avant d'ouvrir à la salle. Peut-être l'un ou l'autre avait envie de compléter, je vous laisserai bien sûr finir, sur, on dit que c'est beaucoup des logiques systémiques, des mouvements de fond qui expliquent ces blocages. Il y a aussi des gens qui y ont intérêt. Donc les lobbies. Oui, quand on regarde le rapport de l'Observatoire des multinationales, il est assez clair sur la manière dont les lobbies se sont réveillés en dernière ligne droite, j'ai envie de dire, de la Convention. Parce qu'au début, il y a eu une non prise en compte de la Convention citoyenne pour le climat en se disant ça n'a pas d'impact, c'est quelque chose de nouveau, donc elle était sous-estimée au début. Et puis on a vu les cabinets de communication, de lobbying être appelés, réveillés en dernière minute et faire leur travail de sape. Après, je pense qu'il faut à la fois encadrer les lobbies demain dans notre démocratie. Quand un ministre comme Nicolas Hulot, qui a tous ses défauts, mais je crois que tout le monde en France lui reconnaît une véritable volonté sur les questions écologiques, quand il démissionne en disant qui décide, en pointant du doigt les lobbies, c'est quand même qu'on a un sujet dans le pays. Je ne dis pas que c'est le seul problème, mais qu'il y a un encadrement des lobbies à mettre en place. De la même manière qu'il y a un enjeu sur le financement des partis, sur les financements des médias, qui de plus en plus se font récupérer et attraper en termes de mode de financement par des milliardaires, ou quelques milliardaires possèdent aujourd'hui la majorité des médias français. Ça pose un problème démocratique extrêmement fort. Et je pense que ça, c'est complémentaire à la démarche que peuvent présenter des acteurs comme Pascal, de trouver le mode d'action avec certains acteurs. Évidemment que c'est très bien ce qui est fait au niveau européen sur la voiture, même si je pense que c'est aussi beaucoup aidé par le contexte Covid, où les constructeurs ont très bien compris qu'ils n'allaient pas pouvoir vendre toutes les automobiles qu'ils avaient construites au moment d'un Covid, où il y a eu une panne de vente totale. Et donc, il y a un moment où je pense qu'il faut mêler ces différents ingrédients, mais pas non plus être naïf sur le fait que oui, notre démocratie aujourd'hui, il y a des failles énormes qui expliquent pourquoi sur les questions notamment écologiques, ça n'avance pas assez vite, alors même que la société est plus prête que nos élus. C'est pas moi qui dis, toutes les études, les sondages, même l'ADEME, l'Agence de l'énergie en France, montrent que les élus sont beaucoup moins prêts sur les questions écologiques que les citoyens. Et donc c'est pour ça qu'avec Patrick et bien d'autres, et notamment initié par des jeunes, on lance cette idée de primaire populaire. Pourquoi ?
l'idée de la primaire populaire, c'est de faire émerger, je finirai par ça, Marine, c'est de faire émerger une candidature de rassemblement qui est capable de porter un projet écologique et de justice sociale pour gagner en 2022. Pourquoi est-ce qu'on propose ça et que c'est né de jeunes et puis ensuite rejoint par d'autres collectifs et aujourd'hui des personnes de tout âge et de tous horizons? C'est parce qu'on en a ras-le-bol dont la manière, non pas de la politique, mais de la manière dont elle se fait aujourd'hui. Et donc c'est l'idée de réinventer la manière d'aborder cette élection présidentielle, en commençant d'abord par les idées, par le fond, plutôt que le bal des égos, en travaillant sur un socle commun avec les collectifs Plus jamais ça, Pacte du pouvoir de vivre, corps intermédiaire, les revendications des mouvements sociaux de ces dernières années. Il y a un travail qui est aussi à venir et sur lequel on vous invite à contribuer pour celles et ceux qui ont des idées, sur l'imaginaire, ce fameux récit à construire. Les écolos ont réussi au municipal à montrer ce que c'était qu'une ville verte et à donner une perspective qui donne envie. Au niveau national, ce récit-là, il n'existe pas, il est à construire. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, ici, dans la salle, il y en a qui ont des bonnes idées, c'est quelque chose sur lequel on travaille, au sein du collectif de la primaire populaire, mais aussi avec les partis politiques, parce que c'est une démarche qui n'est pas anti-parti. À nouveau, l'idée n'est pas de faire table rase et de dire tout ce qu'ont fait nos aînés, le droit de vote, les partis, c'est acheté. Non, loin de là. C'est de co-construire, mais aussi de prendre en compte les mises à jour nécessaires. Donc, première étape, le socle commun, qui est désormais en ligne sur le site de la primaire populaire. Deuxième étape, c'est de voir qui sont les personnes qui pourraient incarner ce projet de société. Donc ça, aujourd'hui... on sera en décembre, hein, c'est ça que le vote... le vote final est... du calendrier. Le vote final est en décembre, mais dès maintenant, sur le site de la primairePopulaire.fr, vous pouvez faire deux choses. La première, c'est de signer l'appel en disant oui, moi j'ai envie qu'il y ait une candidature de rassemblement pour l'écologie et la justice sociale. Je n'ai pas envie de laisser les partis enterrer d'ici 2027 ces enjeux-là parce que c'est urgent. Ouais. Et la deuxième chose, c'est de pouvoir parrainer des candidats déjà lancés dans la course à la présidentielle. On a parlé d'Anne Hidalgo, par exemple, avec Johanna Rouland. C'est le cas de Jean-Luc Mélenchon. C'est le cas de Yannick Jadot, de Sandrine Rousseau côté écolo, d'Arnaud Montebourg, d'autres. Mais aussi pouvoir proposer d'autres personnes qui ne sont pas déclarées à la présidentielle, qui sont qui veulent bien y aller. Qui veulent ou qui ne veulent pas. Avec cette idée derrière la tête qu'en décembre, la modalité de vote qu'on propose, c'est pas un vote où on vous demande de choisir parmi les 10 celui ou celle que vous préférez. Et du coup, vous vous retrouvez à devoir voter utile ou voter contre. C'est un système de vote qui s'appelle le jugement majoritaire, où vous mettez une mention à chacun et chacune des candidats. Donc, si vous adorez le candidat A, vous le mettez excellent. Détestez le candidat 2, vous le mettez à rejeter. Le candidat 3, vous trouvez moyen ou passable, c'est moyen ou passable. Et ce système de vote, il permet d'avoir un seul tour, donc d'éviter des clashs irrémédiables entre des personnes, d'éviter le vote utile contre, dont on a tous ras-le-bol en tant que citoyens. Et enfin, il permet plus facilement d'avoir le vrai rapport de force. Et donc, non seulement d'avoir le nom d'une personne à mettre sur un bulletin de vote, parce qu'on reste dans la Ve République en vue de l'élection présidentielle en 2022, mais aussi de constituer une équipe autour de cette personne. Parce que c'est pas vrai qu'une seule personne a la science infuse et est capable, face à la complexité des défis qu'on a, de réussir tout seul. Je ne lance pas le débat sur les failles institutionnelles de la Ve République. Merci. Peut-être, alors Mathilde vous invite à participer sur la primaire populaire. Moi, je vous invite à ne pas hésiter à poser vos questions. Alors, je ne suis pas sûre qu'il y ait un micro là-bas, mais j'en ai un là. Ouais, sinon... Non, moi, je voulais poser une question à Pascal Canfin. Tu fais comme si la question du comment était simple. C'est pas simple du tout. Ça se réduit pas à faire des débats dans les. C'est bien de faire l'histoire de l'industrie automobile. Ah oui, présentez-vous, parce que c'est bien que chacun se présente comme ça. Ah pardon, je m'appelle Antoine Valabrègue et je suis proche des idées de Mathilde et de Patrick Vivray. Et donc, je dis, la question du comment, c'est une question qui n'est absolument pas réglée. Il y a des dizaines de questions. Comment réduire la bureaucratie? Comment se faire entendre? Je peux raconter 10 anecdotes, ça ne va pas du tout. Comment réformer l'État? Comment faire en sorte que les citoyens soient entendus, comment faire en sorte que les gens aient de l'appétit pour voter, etc., etc. Il y a des dizaines de questions. Elles ont besoin d'être posées. Ce n'est pas que comment je vais donner des règles. Et à ce niveau-là, pour moi, ce n'est pas que des règles. Enfin, ce n'est pas des normes, ce sont des réglementations
et des régulations. Les régulations, ce n'est pas que des contrats. Alors, on va laisser Voilà. répondre, même si je ne suis pas sûre que c'est tout à fait au même niveau, parce que vous parliez plutôt du comment, sur une politique publique précise, on peut emmener tout le monde, mais je vous laisse répondre. Je n'ai jamais dit que la question du comment était réglée et qu'elle était simple, bien évidemment. Je dis juste que c'est dans la transition écologique, la question fondamentale qui nous permettrait d'accélérer et d'aller le plus vite possible et qui n'est que finalement que marginalement traitée par le politique, y compris dans le débat démocratique, qui se pose souvent sur qu'est-ce qu'il faut faire, et moins sur le comment on arrive à faire en sorte que ce qui est souhaitable devienne possible. Et ça, bon, on va pas, j'en ai déjà parlé, donc je voudrais parler d'autre chose aussi, parce qu'on est parti dans plein de directions différentes, donc je ne vais pas me focaliser que sur là-dessus. Je pense que si je dézoome un tout petit peu, j'essaie de repicorer des choses qui ont été dites par les uns et les autres. Il me semble qu'au fond, la question clé, c'est la question du progrès, à savoir qu'est-ce que ça veut dire le progrès au XXIe siècle dans un monde sous contrainte environnementale, contrainte naturelle, contrainte carbone, à 10 milliards d'êtres humains, dans une Europe qui ne pèse plus que X%, un pouillème, de la démographie mondiale, du rapport de force, mais qui pèse quand même 15% de l'économie mondiale. Et qu'est-ce que ça veut dire le progrès aujourd'hui, sachant que ça ne peut pas être le progrès matériel infini? Et donc c'est quoi? Parce qu'au fond, ce que les forces capitalistes, comme les forces marxistes, ont défendu tout au long du XXe siècle, y compris dans les versions centristes du type sociodémocrate, etc., c'est que le progrès matériel infini était possible et que c'était une question de redistribution. Si on se dit que le progrès matériel infini n'est pas possible à 10 milliards, etc., et que ça commence par nous, la question fondamentale qui est posée, c'est par quoi on le remplace. Donc, et ça, c'est profondément une question radicale et politique qui passe d'abord par le fait de réduire au maximum notre empreinte écologique pour de vrai. Ça passe par des modes de vie et des technologies. Puis ensuite, de comment on fait société, comment on rend en place les biens par les liens. Enfin, on connaît tout ça. La question, encore une fois, je pense qu'on a une vision assez proche du monde aspirationnel. Le sujet, c'est pas ça. Le sujet, c'est comment on fait. Comment tu fais avec Xi Jinping, Patrick? Comment tu fais avec Xi Jinping? Comment tu fais avec Donald Trump? Comment tu fais avec Bolsonaro? Et c'est ça la vraie vie d'un dirigeant politique. Je suis désolé de ramener à cette triste réalité, mais c'est ça. Et donc, ignorer qu'il y a des rapports de force géopolitiques, même si notre vision aspirationnelle et notre intérêt, parce qu'en Européen, on a toujours pensé le monde autrement, bah, c'est compliqué. Donc, on essaye de naviguer dans ce chemin-là. Autre élément, pour redonner du sens au progrès, il faut redonner de l'espoir, parce que ce que tu as dit au tout début, c'est en gros, est-ce que le monde est hostile, et donc je me ferme, sur moi-même, sur ma famille, sur ma communauté, sur mon territoire, il y a différentes façons de se fermer, mais grosso modo, je me ferme. Soit le monde est un monde d'opportunités que j'ai envie de transformer, que j'ai envie de changer, et même si c'est compliqué, ben, j'ai l'énergie d'y aller. Donc, je vais voter, je vais voyager et rencontrer des gens, je me mets dans un modèle d'engagement associatif, etc., etc. J'entreprends, enfin tout ce que mais je m'ouvre pour essayer de transformer quelque chose. Or, vous prenez toutes les stats en France, et tu as parlé de la dépression française spécifique, hein, et je te rejoins totalement. En France, le taux de gens qui pensent que le monde est menaçant et que la France doit surtout se protéger n'a jamais été aussi élevé, jamais, juste jamais. Et ça, derrière, ça donne quand même des sondages où on a, enfin moi ce matin j'ai vu le sondage dans l'Obs, c'est 10% pour Zemmour, plus 20% pour Le Pen, ça commence à faire beaucoup. Bon, bref, donc c'est ça c'est spécifiquement français. Et je pense qu'il faut aller chercher les racines de ça, et ça, je pense que tu y travailles, parce que c'est pas vrai aux Pays-Bas, c'est pas vrai en Suède, c'est pas vrai en Espagne, c'est pas vrai en Allemagne, c'est pas vrai en Irlande, qui sont des pays qui sont pas fondamentalement différents de nous en termes de niveau de vie, de mode de vie, d'aspiration des jeunes, etc. Mais dans la projection de l'imaginaire, il y a une spécificité française qui fait qu'on n'a toujours pas digéré, et je rejoins totalement ce que disait Patrick, le fait qu'on n'est plus une puissance coloniale, mais qu'en même temps, on est les seuls en Europe, post-Brexit, à avoir un siège au Conseil de sécurité et l'arme nucléaire. Et donc, on est à la fois tout petit, et en même temps, on se pense encore comme très gros, et on a quelques attributs de la puissance.
Et c'est pour ça que l'histoire, par exemple, du contrat là, du sous-marin avec les Australiens a pris une telle ampleur. Parce que ça vient heurter. En fait, on se fait marcher dessus. Et en même temps, on est les seuls à pouvoir rivaliser avec les Américains sur un contrat de ce type. Et on est trop gros pour être uniquement des Luxembourgeois ou des Suisses ou des Autrichiens ou des Suédois qui n'ont absolument pas envie de peser sur la marche du monde. Ils veulent juste que personne les emmerde pour faire ce qu'ils ont envie de faire. Et on est trop petit pour vraiment influencer tout seul la marche du monde. Et c'est dans ce entre-deux qu'on est et qui fait qu'on a un problème non pas identitaire au sens ethnique du terme, évidemment, mais identitaire au sens de capacité de projection dans la société. Et qui on est là-dedans. Ouais. Stéphane Rosès, puis après Patrick Vivray. Oui, beaucoup de choses ont été abordées. Je vais prendre la fin et ton interpellation, Patrick. Oui, et répondez pas, il y a d'autres questions. Hein. Oui, je dirais la réaction des peuples à la globalisation néolibérale et la crise pandémique a fait prendre conscience à la fois de nos interdépendances comme jamais dans l'histoire de l'humanité et en même temps des peuples qui s'éloignent humainement. Et la raison, je crois, on est effectivement sur la question de la conception du progrès. Dès le XVIIIe siècle, il y a deux conceptions du progrès qui traversent le libéralisme. Il y a Montesquieu, pour qui le progrès doit être indexé aux us et coutumes des peuples. Et il y a Condorcet qui arrive après et qui dit « Mais c'est quoi cette vieille baderne ?» de Montesquieu? Le progrès, c'est le progrès. Avec un grand P, on n'en a rien à faire des us et coutumes des peuples. Il faut comprendre que ce qui est devenu, il y a un néolibéralisme de gauche comme de droite, un marxisme primaire, le dernier Marx du Capital, et un libéralisme qui va vers le néolibéralisme sans comprendre que le néolibéralisme, c'est l'inverse du libéralisme. Et donc, le progrès, pour moi, c'est ce qui est commensurable, c'est-à-dire ce qui est sous la maîtrise des communautés humaines. Et la limitation des ressources, selon moi, ne remet pas en cause le progrès, pourvu que ça soit le politique qui arbitre entre le bon, le juste et l'efficace, mais il faut remettre l'efficace à l'intérieur du bon et du juste de chaque peuple, de chaque imaginaire. Et alors, tout est un objet politique, n'est-ce pas? Donc il faut lutter contre la naïveté des économistes ou de certains types de sociologues qui pensent que c'est l'économie et la technologie qui fait les sociétés. Non, c'est la bonne cohérence entre ce que sont culturellement les peuples, leurs institutions, leurs politiques, leurs rapports sociaux et le rapport à la tech qui fait que notre monde peut faire vivre des choses différemment. Patrick, tu avais raison tout à l'heure. Il faut comprendre, moi j'ai un peu travaillé sur l'affaire du Grexit. Quand on discute avec des Allemands, on est obligé de se souvenir que c'est le même terme en allemand pour dire dette et culpabilité. De sorte qu'on croit que c'est des questions économiques. Pas du tout, c'est des questions culturelles. La rigidité des Allemands, alors maintenant ils sont d'accord pour mutualiser la dette parce que la pandémie leur rappelle la guerre de 30 ans et la guerre des paysans. Il faut comprendre ça. Il faut comprendre que nous, Français cartésiens, on croit que les débats économiques sont des débats de théorie économique. Non, non, non. La discipline militaire, le nazisme, et à partir de 1945, l'économie est ce qui tient ensemble les Allemands de sorte qu'ils ne s'entre-déchirent pas entre eux. De sorte que le sujet de l'après-Merkel, c'est est-ce que la France est en capacité de comprendre le blocage allemand qui nous conduit
à la catastrophe de sorte, mais encore faudrait-il que nos dirigeants soient un peu cultivés, comprennent le Ça, génie c'est fait. français face à l'Allemagne, non pas de l'économie, mais de la politique. Alors Monsieur que les Rosset, je vous arrête. précédents présidents, une fois élus, pour qui je travaillais, sitôt élus, ils allaient à Berlin pour faire de l'économie, croyant qu'ils feraient bouger les Allemands en donnant des gages économiques aux Allemands, alors qu'ils rigidifiaient les Allemands dans leur formalisme économique. Bon, Donc, il faut refaire une conférence, parce que là, là vous ouvrez tellement de pistes et c'est tellement passionnant, et on est contraint par le temps, mais j'invite les responsables du pacte civique à faire une conférence sur ces aspects culturels qui nous font réfléchir. Patrick Vivray, vous étiez interpellé. Qu'est-ce qu'on fait avec Bolsonaro et Trump? Enfin, Trump, il est moins là, mais... et Xi Jinping, surtout, oui. Moi, j'appliquerais volontiers le trépied que proposait Pascal, technologie, normes, contrat, à cette question du comment. Prenons la question des normes et des contrats. Qu'est-ce qui fait que Donald Trump, pour prendre cet exemple simple, si on suivait le mouvement intérieur de Donald Trump et de ses troupes, on avait une fascisation de la situation américaine. Et à ce moment-là, la marche sur le Capitole se transformait en coup de force. Qu'est-ce qui a empêché ça? C'est que malgré tout, le système à la fois de normes et de contrats internes à la société américaine a bloqué ce système. Si je suivais les pulsions émotionnelles sur lesquelles navigue quelqu'un comme Éric Zemmour, nous aurions la guerre civile en France. D'ailleurs, il a théorisé la nécessité de la guerre civile. Mais il est contraint à l'intérieur d'un espace de normes et de contrats tel qu'il ne peut pas aller jusqu'au bout. Et c'est la même chose sur la question de la puissance chinoise, etc. C'est-à-dire il y a toujours, à un moment donné, une situation, c'est ce que le XVIIe siècle appelait l'arithmétique des passions, où même les passions tristes dont parlait Spinoza se trouvent en contradiction intérieure, parce qu'elles rencontrent des éléments qui sont tellement vitaux qu'elles ne peuvent pas aller au bout de leur propre démesure. Le contraire de la sobriété, c'est l'hubris, c'est la démesure. Et je l'applique au troisième élément qu'évoquait Pascal, qui est de penser la technologie, justement pas simplement comme les technologies matérielles. Il nous dit on ne peut penser aujourd'hui le progrès que si ça n'est pas un progrès d'ordre matériel, parce qu'il est contraint sur le plan écologique. C'est la même chose en matière de technologie. Technologos, c'est le logos, la théorie des technés. Dans les technologies, il y a tout autant, par exemple, ce qu'on peut appeler les technologies spirituelles que les technologies matérielles. Créer les conditions d'un travail vers le bien-vivre et des conditions d'application de ce travail sur le bien-vivre, voilà par exemple un chantier passionnant sur le plan européen. C'est pas du tout la même chose d'avoir un agenda électronique qui vous permet uniquement de rentabiliser votre temps ou d'avoir l'équivalent qui va vous permettre de vous rendre attentif à la question « qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie ?» y compris comment je ralentis pour les raisons qui étaient évoquées tout à l'heure. Et moi, je dis souvent ce qu'on peut appeler les TNTS, ce que j'appelle les toujours neuves technologies de sagesse. Elles ont cet avantage énorme que la seule chose que je sais avec une technologie matérielle, c'est que dans 10 ans, elle sera obsolète, tandis que le rapport à l'amour, le rapport à la vie, le rapport à la mort, lui, s'il y a encore une humanité dans 1000 ans, il continuera à nous nourrir. Et donc, travaillons sur ces technologies de l'être et pas simplement les technologies matérielles. Merci, il reste 3 minutes. Alors, peut-être on peut encore prendre une question. Monsieur. Daniel Lenoir, en fait... Patrick vient de répondre indirectement à la question que j'avais posée. Donc, Daniel Lenoir, je préside Démocratie et Spiritualité, qui est un des membres fondateurs du Pacte civique, dont je veux saluer l'anniversaire. Parce que, oui, Patrick, moi, je voulais justement essayer de mettre en dehors de la pénombre l'ordre dont on ne parle pas. Le débat entre vous est passionnant. Enfin,
Mais la démocratie, c'est l'ordre du politique, comme aurait dit Pascal. Dans l'ordre de la raison, Pascal, l'autre, nous a dit tout à l'heure, et à juste titre, qu'en fait, on sait tout. Et que dans l'ordre de la raison, il faut parier, comme l'autre Pascal, sur la sobriété et la fraternité. C'est le pari raisonnable, c'est celui-là. Mais ce qui manque, en fait, Mathilde, pour ne pas en parler, parle de récits, d'imaginaire, d'autres parlent de culture, etc. Mais tu viens de citer, alors Pascal, le philosophe, parle de l'ordre de la charité, c'est un mot qui ne parle plus beaucoup aujourd'hui. Bergson aurait parlé de supplément d'âme. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est dans l'élan qui fait que ça marche ou que ça ne marche pas. Et aujourd'hui, bon, bien sûr, on confond souvent spiritualité avec les religions. Les religions, la plupart du temps, elles ont plutôt alimenté l'hubris et la rivalité. La crise djihadiste en est une manifestation, que justement ce qu'on est en train d'essayer de faire ensemble. Et c'est ce que aussi, on n'a pas besoin d'être croyant pour ça, c'est ce que dit Morin en parlant de poésie, c'est d'essayer de trouver justement, c'est ce que tu appelles les technologies spiritualité, c'est-à-dire ce qui fait qu'il y a un élan vital, qui fait qu'on a envie de s'engager et qu'on a envie de s'engager dans ce sens-là. C'était la question que j'avais envie de poser, mais d'une certaine façon, tu y as répondu, mais je serais intéressé par le point de vue, je connaissais le tien, mais par le point de vue des autres intervenants, si on a encore le temps. Alors, je ne sais pas si l'un de vous veut réagir, puis on prendra une dernière question, et puis on va essayer de terminer à l'heure. Je crois que Pascal Canfin va être obligé de partir. Ouais, je veux bien réagir parce que je trouve ça hyper intéressant de regarder par rapport... je parlais de l'abstention tout à l'heure des jeunes, quand on voit le retour du religieux. Et pas seulement du religieux, mais au-delà du religieux, du spirituel. Moi, je ne suis pas croyante, par exemple, mais j'ai une pratique de méditation quotidienne. Et je crois que c'est quelque chose qui est rendu invisible dans nos sociétés, mais qui est extrêmement important, parce que, si je caricature, les jeunes ne croyant plus en la politique pour changer leur vie et donner une perspective, se tournent vers d'autres voies. Et ça peut être très, très juste, mais ça peut aussi être... parfois, je trouve négatif pour la politique, d'autant plus on vit une société où le capitalisme néolibéral n'a pas besoin de citoyens, il a besoin de consommateurs. Et donc je crois qu'il y a un risque à n'avoir qu'une voie uniquement spirituelle, se détourner de la politique. Par contre, je pense que les deux ensemble, et c'est ça en effet que moi je mets le mot d'imaginaire, de récit derrière ça, mais quand on parle du progrès, il y a un moment où c'est cette question-là qu'on touche. C'est quoi la vie dont on rêve ? C'est quoi les aspirations? Et donc évidemment qu'il y a de la spiritualité là-dedans, et je pense que Radia en parlera beaucoup mieux que moi, mais moi ça me semble essentiel, et je suis assez hallucinée, pour être honnête, dans la primaire populaire, où on a fait le socle commun, on a l'impression que les acteurs politiques croient qu'ils vont gagner sur un programme, et ne pensent pas du tout, justement, c'est quoi ce supplément d'âme, cet élan de vie, cette projection dans laquelle on emporte les gens, et qui fait qu'on a envie d'y croire et qu'on a envie de changer, qu'on a envie de se bouger, qu'on a envie d'aller voter. Aujourd'hui, ça manque, et du coup, ça reste des débats soit d'ego, soit des débats très techniques. Désincarnés. Désincarnés, oui, d'une certaine manière. Tout à fait. Peut-être on prend une dernière question, si on a une. De toute façon, c'est la dernière opportunité. Hein. Il n'y a que des hommes qui posent des questions. Hein. Parce que là, il y avait une question là. Je ne vois pas bien en fait d'en bas. Benoît Sylvain Duforêt, j'ai écrit un livre sur la fraternité. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit M. Rosès, qui est de repenser, régénérer les imaginaires nationaux. Et pour cela, est-ce que justement, ce qu'on a appelé la valeur de fraternité n'est pas quelque chose qui est à revisiter, et notamment redécouvrir tout son potentiel, parce que en 2018, le Conseil constitutionnel en a fait un principe à force juridique. En 2019, les deux principales religions du monde en ont fait le pilier de leur dialogue interreligieux. Et donc, il y a, à mon avis, toute une réflexion à mener autour de cette valeur de la fraternité, de par ce qu'elle devient, et sur un plan politique, et sur un plan spirituel, qui pourrait justement aider à reconstruire, à générer l'imaginaire national français, peut-être européen, ou même dans le monde. On en parlait un peu avec Radia, en tout cas, on faisait une observation. Personnellement, j'étais contre la position du Conseil constitutionnel sur la fraternité, en ce que,
dans notre devise républicaine, liberté, égalité, ce sont des droits, donc du coup aussi un peu des devoirs. La fraternité, c'est autre chose. La fraternité, c'est le sentiment spontané que je suis frère avec quelqu'un, que je partage des choses. Alors c'est là où il y a un lien avec la spiritualité. Parce que, justement, la fraternité, comme la spiritualité, ne se laisse pas enfermer par des lois et des normes. Ce sont des choses très profondes, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on se disait, en tout cas, moi, dans ma conception du récit, un récit, c'est pas un baratin, hein, c'est pas un storytelling, hein, c'est pas une idée, qu'est-ce qu'on va raconter pour se faire comprendre? Non, 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 non. Un récit, c'est soit pour certains peuples, d'où on vient, où on est et où on va. Ça, c'est plutôt, par exemple, dans l'imaginaire allemand. Soit, dans certains peuples comme le nôtre, c'est, on va dire où on va. On va faire un contrat. Bon. Alors, le sentiment de fraternité, c'est voilà, pourquoi il n'y a plus de sentiment à ce point de fraternité en France? Mais parce qu'il y a plus de politiques qui disent voilà ce que je veux faire de la France dans 20 ans. Voilà l'avenir commun que je veux donner à tous mes enfants. Donc la République, dont Péguy disait la République une et indivisible, notre royaume de France. Preuve qu'il avait compris que derrière des formes institutionnelles et politiques différentes, il y avait au fond depuis des siècles, en tout cas c'est mon analyse, la même façon de nouer un rapport au réel. Pourquoi la fraternité à ce point régresse? Pourquoi spontanément, quand on arrive en France, on ne se dit pas, bah oui, tiens, c'est chez moi, je vais en faire quelque chose avec les autres. Mais tout simplement parce que les politiques ne débattent pas de pourquoi nous sommes mal et où nous allons. En cela, le débat hier, Zemmour, Mélenchon, était de grande qualité. Pourquoi? Parce que tous les autres candidats vont sur la technique, sur les programmes, et d'ailleurs les journalistes disaient « Ah oui, mais c'est quoi les mesures ?» Ils ne savent pas ce qu'est la politique. La politique, ce n'est pas les mesures, ce n'est pas le programme. Et une présidentielle, c'est quoi notre diagnostic? Pourquoi ça va mal? Quelle est notre conception de la France? Et qu'est-ce qu'on va en faire? Évidemment, Mélenchon et Zemmour disent des choses radicalement opposés, mais au fond, ils ne sont pas très nombreux à poser explicitement. Il y a Montebourg, Mélenchon et Zemmour qui disent « voilà les raisons du malheur et voilà où je veux aller ». Alors, ils disent des choses très différentes, mais les autres, non, non. Les autres, ils sont dans les partis, sont dans les programmes, ils gèrent des contradictions institutionnelles et comme par hasard, ce sont des gens apparemment à la marge qui abordent les questions des Français. N'est-ce pas? Moi, j'ai été frappé dès il y a 6 ans. Dès il y a 6 ans, quand j'ai vu que les 2 tiers des Français disaient « on n'est plus en France comme chez nous », il y a un problème. Quand les 2 tiers des Français disent « on soutient l'appel des généraux », et donc ça veut dire qu'ils ne voient pas dans les généraux des putschistes d'extrême droite, mais des lanceurs d'alerte. Donc moi, je suis un analyste. Je ne dis pas le bien, le mal. J'essaye de comprendre ce qui se passe. Et dans ce qui se passe, effectivement, si la fraternité recule à ce point et qu'on se construit contre les autres, c'est parce que les politiques ne disent pas « voilà ce que l'on veut faire ». Et ils ne le disent pas parce qu'on est enclavé dans un environnement qui est absolument l'inverse de ce que nous sommes. Merci.